Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et aujourd'hui, mon co-animateur est Laurent Duveau. Bonjour Laurent. Effectivement, bonjour à tous Mario et bonjour à notre invité. Laurent, il y a maintenant 5 ans, 6 ans, plus que ça, 7 ans quand tu nous as envoyé un courrier en disant écoutez, je suis dans le sud de la France, j'écoute votre podcast, j'adore, j'ai même envie d'émigrer au Québec. T'aurais difficilement pu penser qu'un jour tu deviendrais co-animateur de l'émission. Non, effectivement, oui, c'était il y a 6 ans, je me souviens, donc j'étais encore en France et ça a pris 1 an là pour que j'émigre, le temps d'avoir mon visa. Donc ça fait 5 ans que je suis au Québec. Et non, effectivement, j'aurais été loin d'imaginer tout ce que j'ai eu l'opportunité de faire depuis ce temps-là. Et je suis vraiment très content de tout ce parcours-là. Moi, je suis très heureux que tu sois avec moi aujourd'hui. Et pourquoi je t'ai demandé d'être co-animateur, c'est que mon co-animateur habituel, Monsieur Guy Barrette, Oui, c'est moi. est notre invité aujourd'hui. Absolument. Guy s'en pouvait plus. Là, il dit, écoute, faut que je parle de Windows Azure. J'ai envie de parler de Windows Azure. Là, il dit, Mario, je pourrais pas être invité. Je dis, tu sais que on a un certain contrôle sur l'éditorial de l'émission, hein, donc on peut peut-être... On évite pas n'importe Donc, donc vous avez fait un comité de sélection, j'imagine? Oui. Et après, puis là, écoute, tu sais que le comité de sélection, il a essayé de retarder. Il a dit à Guy, tu sais, on a d'autres émissions. Mais un jour ou l'autre, après 18 mois qu'il demandait de parler sur Azure, tu sais, comme si Azure était... Non, c'est que c'était il y a 18 mois. Ah, ben ouais. Non, mais trêve de tout nouveau. plaisanterie, il y a quoi, un mois ou était deux, Guy m'a dit, hey, j'aimerais ça faire un podcast. Puis là, j'étais un peu mal pris, puis je me suis dit, ouais, mais là, je vais faire l'entrevue tout seul. Puis là, j'ai pensé à toi. Puis surtout, je vais te dire, Laurent, j'ai pensé à toi surtout parce que tu as un nouveau rôle protocolaire à Montréal. Depuis quelques mois, tu es régional directeur. Effectivement. Hey, un deuxième. C'est Oui. ça. Donc Guy est toujours régional director, mais il y en a un deuxième. Moi, je suis sur Montréal. le grand-père ou Le grand-père, je comprends, ça fait quoi, 10 ans et plus que toi, Guy? Non, peut-être pas 10 ans. Mon Dieu, je compte plus les années. Là. En tout cas, Peut-être 7 ans. Quand là, t'avais 7, été 8 nommé, ans. t'avais pas de cheveux gris. Non. Puis Laurent vient d'être nommé, il n'y a pas de cheveux gris, mais fais attention à toi, ça sera pas long, les cheveux d'accord. gris vont apparaître. Donc, en tout cas, ton nom m'est venu instinctivement, parce que je me suis dit, ben écoute, il me semble que ça fait partie du rôle protocolaire d'un RD de venir aider un podcast là qui a besoin d'un co-animateur. Oui, bah tout à fait, oui, puis ça fait plaisir. Donc, mais ce qui est le plus rigolo, ce que tu oublies de mentionner, c'est que moi j'ai appris ça comme tout le monde en allant sur le site Visual C'est Studio vrai. Talk Show. Puis j'ai vu mon nom apparaître en tant que co-animateur. Tiens, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette affaire-là. J'ai envoyé un mail à Guy et Mario. T'étais en vacances en Floride. Excuse-nous, on t'a mis comme co-animateur, tu n'étais pas au courant. Ben, j'avais dans mes to-do, tu sais, de te contacter, puis je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est les vacances, tout ça, mais à un moment donné, ça a disparu ça a été biffé comme si c'était fait. Puis là, j'ai pu repenser à ça, puis là, quand tu m'as contacté, j'ai fait, oh, c'est vrai, je Oh, m'en ai demandé si vous on voulez. Puis heureusement va que je m'en blâmer suis- l'été. Heureusement, je m'en suis rendu compte parce que j'étais en vacances en Floride. Ça aurait été difficile de faire le talk show. Mais pas Mais là, impossible. on a déplacé ça, puis on a organisé ça pour que tu sois avec nous. Puis, je fais des plaisanteries, mais la vraie raison, Laurent, c'est que je pense que t'es un bon candidat pour m'aider à poser des questions intelligentes en lien avec Windows Azure. Ben, on va essayer. C'était ça le premier critère. Je dis, qui peut vraiment m'aider à rendre l'émission un peu plus intéressante? Le RD, c'est juste une défaite finalement. Guy, Oui. on va parler aujourd'hui de Windows Azure. Oui. Et le cloud en général, finalement. Ouais, ben, Mais particulièrement d'Azure, là, ses Azure composants. en général, finalement. Ouais, mais bon, on va aussi introduire des concepts là au niveau du cloud. Puis on va focuser aussi sur le développeur, le travail du développeur. Donc c'est pour le développeur, c'est bien de comprendre c'est quoi le cloud, c'est quoi Azure, c'est quoi les bénéfices, c'est qu'est-ce que c'est pas aussi. Puis bon, un petit tour d'horizon finalement. Ouais. Laurent, toi, parce que là, absolument, vous savez, la formule, c'est qu'on fait la biographie de notre... Tout le monde nous connaît, là, tous les trois, là. Allons-y gaiement, là. C'est ça, je pense qu'on va pouvoir, en bon québécois, dire, on va skipper
on va passer par-dessus cette section habituelle de De l'émission. toute façon, on connaît tout Guy. On peut même suivre sa vie en direct maintenant puisqu'il est sur Twitter. On peut savoir quand est-ce qu'il boit un mojito. On Oui. peut tout savoir. Oui. Twitter.com oui, parce que, écoute, Guy Barrett. Il était avec son iPad dans sa cour en train de boire, puis là, un petit tweet, un petit blog. Écoute, On est au c'est courant. génial. Là. J'ai fait un aménagement paysager dans ma cour. Là. Puis là, je me suis installé un petit réseau Wi-Fi là pour l'extérieur. Là, fait que là, j'étais à l'extérieur avec mon iPad. Là, puis stream de la musique, puis on tweet. Un mojito, 2 mojitos, 3 mojitos. Puis là, on arrête de tweeter. Ouais, man. Ça, Guy, c'est les bienfaits de la vie sans enfants. Donc, tu peux vraiment te lâcher lousse, puis il n'y a jamais de prix à payer. Quand on a plusieurs enfants, le lendemain matin, tu t'apprends que, bon, on se couche plus de bonne heure, puis on s'arrange pour essayer de garder la forme. Guy, Oui. avant de parler d'Azure, je pense qu'on va commencer par le terme générique cloud. Oui. Parce que Azure est comme une instance, ou en tout cas un produit qui implémente... En fait, c'est le produit ou les produits cloud de Microsoft. Mais le cloud, c'est un terme qui est galvaudé présentement. Là. Tout est cloud. Là. Tout même est... iCloud. Oui, c'est comme... tout est cloud, puis ça amène énormément de confusion dans le marché. Fait que on peut définir 3 grandes familles de cloud. La première, c'est l'infrastructure comme un service, où vous allez peut-être voir de temps en temps Infrastructure as a Service. Alors, c'est quoi ça? C'est finalement des compagnies comme Rackspace, Amazon Web Service, qui offrent de la quincaillerie, donc des machines virtuelles, sur laquelle vous pouvez installer un OS. Soit eux peuvent installer un système d'exploitation, ou soit que vous installez, on installe nous-mêmes notre système d'exploitation, puis on déploie nos applications. Donc vraiment, c'est de l'infrastructure. Au lieu d'être dans nos départements d'IT, là, dans nos locaux, finalement, c'est de la quincaillerie qu'on loue à la demande. Parce que souvent, les gens vont franciser le terme cloud en disant c'est la dématérialisation. Oui, absolument. Donc, la première instance de ça, de la dématérialisation, c'est plus de serveurs chez nous, ils sont à l'extérieur. Oui, puis un des aspects qui a fait en sorte que le cloud est maintenant possible, c'est la virtualisation des machines, des PC Mais là, ou Guy, des c'est serveurs. c'est quoi la différence entre du cloud offert à la Amazon d'infrastructure, puis quand on allait dans un data center, puis on se louait un serveur, puis là c'était là qu'on faisait notre hébergement par exemple de nos sites web. Oui, mais quand on utilise des services comme ça, c'est que bon, tu fais ton achat de location, par exemple, ta location d'un serveur, ben là ça prend quelqu'un physiquement qui va installer Souvent c'est la même pas, faut que tu payes la machine, tu choisis quel serveur tu veux ou tu payes tout, puis en fait entre le moment où tu fais ta demande puis le moment que c'est disponible, il peut se passer plusieurs semaines là où donc c'est pas chez Amazon, c'est dans la même journée là, tu vois, Écoute, c'est pas dans la même journée, c'est dans la même demi-heure là, c'est dans la même parce qu'on utilise beaucoup la virtualisation pour te créer ton infrastructure. Tous les providers cloud ont optimisé finalement leur back-end pour être capable de déployer super facilement sans intervention humaine des machines virtuelles. Mais ça, l'infrastructure as a service, Amazon est dans cette industrie-là, mais Microsoft est pas là. Donc, il doit exister d'autres types de cloud. Oui. Donc, à l'opposé complètement, on a Software as a Service. Donc, Software as a Service, c'est quoi? C'est qu'une application ou des applications que tu utilises à partir de ton furteur. Donc, on pense à Gmail, par exemple, Google Docs. On pense à Office 365. Salesforce aussi, c'est un exemple de Software as a Service. C'est le premier produit qui a vraiment démontré que le modèle Salesforce as a Service était rentable et viable. Parce que je me souviens à l'époque, écoute, on monte là au début des années 2000. Hein. Mm-hmm. Moi, j'étais dans un start-up, puis on utilisait ça sur Salesforce. Il y avait peu de monde qui utilisait, puis il y avait beaucoup de réticences
Parce que les gens disaient, ben là, où sont mes données? Ils sont pas ici. Ils étaient vraiment en avant de la vague, là, finalement. Mais Avant eux qu'on parle de cloud. Eux ont démontré que c'était réel, que ça marchait. Puis à partir d'un coup, t'as un cas, c'est un peu comme à l'époque, le Microsoft Office a démontré à beaucoup de monde que Windows, c'est un système d'exploitation qui va être utilisé pour faire des belles applications. Ouais. Excel, Word était l'exemple de ça, puis ça a créé toute la vague des applications pour PC. Ouais. Que Donc, Windows. revenons à nos software as a service. Donc là, on est complètement à l'opposé de infrastructure parce que là, on n'a absolument rien à déployer. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on utilise. On paye, par exemple, par utilisateur par mois, un $5, un $8, $10 par mois pour l'utilisation des logiciels, finalement. Puis il y a probablement beaucoup de nos auditeurs, si ils écrivent un blog, qui utilisent déjà ces types de services-là parce que c'est rare maintenant que tu vas déployer toi-même ton propre serveur puis ta propre technologie pour héberger un blog. Tu vas payer un certain montant par mois, puis tu vas à ce moment-là... Soit que tu as des services qui sont gratuits, ou des services qui coûtent un petit peu d'argent, mais en payant un petit peu d'argent, ben là, tu as une garantie de service. Puis t'as pas de publicité, mettons, t'as pas de bandeau de publicité au bas de ta page ou sur le côté. Absolument. Donc ça, on a infrastructure as a service, software as a service, puis au milieu, on a platform as a service. Donc c'est là où Microsoft est avec Windows Azure. Platform as a service, c'est finalement un peu comme le nom l'indique, c'est une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir déployer tes applications. Puis faire rouler tes applications. Donc c'est vraiment entre les deux extrêmes. Donc c'est pas juste un OS qui est disponible. Par-dessus le système d'exploitation qui est Windows, il y a une couche, moi je l'appelle la colle, là, l'espèce de colle Azure qui fait en sorte qu'on va pouvoir gérer nos applications, créer des applications qui vont scaler, qui vont monter en charge. Donc cette couche-là, c'est une couche qui est par-dessus le système d'exploitation, qui est le Fabric. On voit souvent le Azure Fabric, ce terme-là, qui est par-dessus le système d'exploitation. Mais on doit développer nos applications, puis on les déploie sur ce service. Donc finalement c'est des services de plateforme. Puis tout à l'heure tu vas probablement, en tout cas moi si tu le fais pas, moi je vais te demander que tu me détailles un peu plus un peu plus qu'est-ce qu'il y a comme éléments qui composent la plateforme. Mais donc, quand on parle de Windows Azure, on parle d'une plateforme dématérialisée. Oui, absolument. Donc, c'est pas une seule application. Tandis que si je te dis Office 365... Ça, c'est du software as a service. C'est une application donc, c'est des applications classiques de Microsoft On Office. développe rien. On peut peut-être développer des petits, comme Salesforce, des espèces d'add-ins ou d'applications qui s'attachent, mais à la base, c'est vraiment une application qu'on utilise, qu'on n'a pas à déployer, on n'a pas à coder, tout ça. Donc, Guy, si je comprends bien, le cloud, ça peut se définir par ces trois composantes-là. Oui. Infrastructure as a service, software as a service, platform as a service. Mais est-ce qu'on est obligé d'implémenter les trois pour dire qu'on fait du cloud, ou finalement une compagnie peut dire je fais juste du software, je fais du cloud? Oui. Alors, si on a besoin, par exemple, juste d'infrastructure, c'est-à-dire on a nos applications spécialisées, on a des choses spécifiques qu'on doit installer au niveau du système d'exploitation. Donc, l'infrastructure as a service est parfait, là. Donc, une fois par année, on a une montée en charge qui est importante, un pic d'utilisation. On peut utiliser à la demande ces trois types là, de cloud là. Ok, mais je dis ça parce qu'on voit souvent maintenant le mot cloud ou dans toutes les publicités, on voit que tout est à la sauce cloud. Ben oui, même parce qu'on peut juste faire du software as a service. On n'a pas toute l'infrastructure, on fait pas tout le hosting, mais on fait du cloud. Finalement. Oui. Finalement, c'est où se trouvent nos données. Ils se trouvent pas dans nos locaux. Ils se trouvent en quelque part dans des centres de données. Ça m'amène une autre question, ça, Guy. Si on est, par exemple, nous, on vit au Canada. On a beaucoup d'auditeurs qui vivent en France ou en Europe. Est-ce que le fait que, en tout cas, tu me confirmeras où est-ce qu'il y a des centres de données,
Mais est-ce que c'est une technologie qui est vraiment prête pour les pays comme le Canada, la France, ou c'est juste pour les Américains parce que, dans un sens, c'est là que sont les centres de données, ou c'est plus une technologie qui est la planétaire, c'est-à-dire où que tu sois, tu peux utiliser la plateforme Microsoft pour faire des applications. Comment ça marche la partie physique de la chose, là? D'accord. Donc, Microsoft a 6 centres de données au travers le monde, au niveau d'Azure. Donc, il y en a 2 aux États-Unis, 2 en Europe et 2 en Asie. Okay, Qu'est-ce que c'est qu'un centre de données? Un centre de données, c'est un immense bâtiment qui contient des centaines de milliers de serveurs. Microsoft a développé de containers où les serveurs sont installés. Quand le container arrive, finalement, on branche l'internet, on branche le courant, l'électricité, ouais. Et puis on branche l'eau aussi pour refroidir tout ça. Et puis ça permet de déployer rapidement là, des centaines de milliers de serveurs. Donc, il me semble même qu'ils en sont à la version 4 de ces types de ouais, conteneurs. En fait, c'est que c'est tout le monde apprend là, que ce soit Microsoft, Google ou Amazon, ils essaient de développer des centres de données qui sont le plus performants au niveau de consommation d'électricité, plus facile à installer. Oui, donc pour pouvoir baisser les coûts d'utilisation. À ce propos, il me semble qu'il y a une vidéo, je crois que c'est sur YouTube, qui décrit comment est-ce qu'est bâti l'évolution des containers. On mettra le lien sur. On mettra le lien. Je crois qu'ils montrent la V1, V2, V3, V4, comment ils ont amélioré en termes de rendement énergétique, de puissance, d'installation. C'est assez intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Puis c'est rare que les Amazon, Google ou Microsoft offrent une vue aussi détaillée de leur comment c'est construit, on voit des plans. Ça, mais là, tu dis, il y en a 2 aux États-Unis, donc je pense qu'il y en a un à Chicago. Il y a un au nord, un au Midwest, je me souviens plus exactement des villes, là, mais il y en a 2 aux États-Unis. Puis 2 en Europe. Parce que, dans la mesure où est-ce que, si on dit que les 3 grandes composantes, c'est ça prend un gros fil Internet qui rentre là parce que, donc tu veux une bande passante, tu veux de l'électricité. Ouais, pas cher. Pas cher. Et tu veux de l'eau parce que une des particularités d'un ordinateur, ça fait de la chaleur puis tu veux refroidir. Idéalement, le plus t'es au nord, le mieux c'est. Ben oui, ultimement, tu devrais pas t'aller au pôle Nord puis installer ton data center là, dans la mesure où il fait toujours froid, donc refroidir serait plus simple, coûterait moins cher en traitement d'eau, moins cher en électricité. Mais peut-être que la bande passante est moins développée quand t'es plus au nord. Fait que c'est 3 facteurs qui quand au nord, ça ferait plaisir au Père Noël probablement. Ouais. Mais on pourrait croire par contre qu'un jour un pays comme le Canada, qu'on pourrait héberger des centres de données dans le Grand Nord où est-ce que il y a déjà de la fibre optique qui arrive pour l'Internet, puis qu'on a... Sûrement. Puis je sais que là, la donne a changé dernièrement parce que le pays est en grosse difficulté financière, mais à un moment donné, les gens parlaient un peu que l'Islande pourrait être un des pays où beaucoup de centres de données seraient construits parce qu'ils ont de l'électricité, ils ont la capacité de fabriquer l'électricité. Parce que ça consomme tellement d'électricité que je crois que certains vont se loger juste à côté d'un barrage hydroélectrique. Oui, absolument, pour avoir une ligne la plus directe là, sur la source d'électricité. Un peu comme nous au Québec, on connaît les compagnies d'aluminerie. Alcan, pour ne pas le nommer, qui originalement qui créait ses propres barrages. D'ailleurs, si on va au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut visiter des barrages privés qui appartiennent à Alcan. Donc, c'est pas Hydro-Québec qui les a construits, puis c'est des barrages gigantesques qui font beaucoup d'électricité. Mais on pourrait un jour, puis je pense que c'est le cas, les Microsoft, les Google s'achètent maintenant des barrages. Est-ce que je me trompe? Ben, tout dépendant d'où est-ce qu'ils sont, s'ils peuvent... le but, c'est de réduire les coûts de fabrication d'électricité parce que c'est une des 3 variantes qui définit ton coût. Absolument. Donc, si on parlait de la location ou de l'endroit où sont disposés les centres de données, là, tu parlais un peu de sécurité ou est-ce qu'on peut déployer ça? En tant que, par exemple, que Canadien, il n'y a pas de centre de données au Canada, donc il faut choisir de déployer aux États-Unis ou en Europe ou en Asie.
Donc, nos données, effectivement, se retrouvent hors du pays. Donc, pour certaines organisations qui ont des contraintes légales ou est-ce que les données peuvent pas sortir de leur pays, je pense souvent aux organisations gouvernementales. Ouais. La dématérialisation, c'est pas pour demain. En tout cas, faut le savoir apparaître juste le jour où il va y avoir des centres de données dans leur pays. En fait, ouais, c'est ça. Il y a certains cas où la loi dit le dossier, un dossier médical ou quelque chose comme ça, ces données-là ne doivent pas se retrouver à l'extérieur du pays pour X raisons. Ça peut être, je sais pas moi, tu fais affaire avec l'armée, t'as des données qui sont privilégiées, donc le cloud présentement c'est peut-être pas la solution tant qu'on n'aura pas un centre de données au pays finalement. Mais pour la plupart des entreprises, avoir les données au Canada ou aux États-Unis, les gens ont dit bon ben avec le Patriot Act, le gouvernement américain va pouvoir regarder mes données puis m'espionner puis tout ça. Ouais, OK. Tu fais quoi dans la vie, toi? Ton entreprise fait quoi? Ben, on vend des souliers en ligne. OK. Est-ce que le gouvernement américain est vraiment intéressé d'avoir ta liste de clients puis savoir si des hommes achètent des souliers à talons hauts pour eux ou pour leurs femmes ou Mais le jour où quelqu'un mettra une bombe dans un talon puis qu'il prendra, ben là peut-être qu'ils vont vouloir vérifier tous ceux qui ont acheté des souliers à talons hauts. Je reviens à ce que tu as dit. Tu viens de dire, il n'y a pas de centre de données. On parle de l'offre Microsoft. Là, il n'y a pas de centre de données au Canada, donc on va définir de hoster en Asie ou aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire qu'on peut choisir où sont nos données ou est-ce que absolument. c'est Microsoft qui va Non, répartir tu choisis exactement où vont se trouver tes applications et tes données. C'est sûr que si tu décides que, par exemple, ton application est localisée à Chicago puis que la majorité de tes utilisateurs sont en Allemagne, t'optimises pas du tout les temps de performance parce que là, il y a la latence, parce que c'est toujours effectivement. Donc, tu choisis des centres de données qui sont le plus proches de tes utilisateurs, là, finalement. Et puis, on y reviendra peut-être quand on va parler de pricing, mais est-ce que si on veut hoster partout, est-ce que c'est plus cher, j'imagine? Les prix sont généralement les mêmes quand on va parler d'héberger, finalement, nos applications. La bande passante est plus chère en Asie, par contre. Est un petit peu plus chère en Asie. Donc peut-être pour terminer au niveau de la sécurité, ben c'est sûr que si on fait pas dans le terrorisme et dans des activités illégales, les gouvernements sont pas intéressés finalement à venir regarder nos données. D'une façon ou d'une autre, s'ils sont intéressés, ça prend un mandat pour perquisitionner, puis que tes données soient localisé chez vous, dans ton centre de données à toi, là, sur tes serveurs, ou qu'ils soient situés sur le cloud, ils vont émettre un mandat, puis ils vont pouvoir regarder tes données d'une façon ou d'une autre. Donc, en clair, quelqu'un qui travaillerait pour le gouvernement du Québec ou le gouvernement français, un développeur pourrait proposer à ce que, oui, on va hoster nos données sur le cloud Azure. Il n'y a pas de problème avec ça? Au niveau des gouvernements, encore là, faut regarder quel type de données. Si, par exemple, c'est le site de Tourisme Québec, est-ce qu'il y a vraiment des données confidentielles spécifiques à des dossiers de citoyens? Non. Ça dépend du type de données, dans le fond. Si c'est très sensible, on va peut-être vouloir le garder dans nos serveurs. Mais Guy... OK, là, on parle du gouvernement américain qui pourrait vouloir, avec un mandat, venir... On a les mêmes lois au Canada, Mario. On a exactement le même problème. J'ai entendu des gens qui étaient plus... qui avaient une approche encore plus de base, c'est-à-dire... écoute, dans ces centres de données-là, il y a des employés là qui travaillent pour Microsoft, qui travaillent pour Google ou pour Amazon. Qu'est-ce qui empêcherait ces employés-là de regarder mes données, puis de les revendre ou... dans quelle mesure je suis aussi sécurisé de ce côté-là? Ben en fait, il y a des coûts rattachés au cloud, donc que ce soit Amazon, Google ou Microsoft, et tu as ce qu'on appelle un SLA, Service Level Agreement. Donc, ils te garantissent une qualité de service, et là-dessus, il y a tes données qui sont protégées. Donc, tu as des recours légaux face à ces compagnies-là.
Bon, est-ce que quelqu'un peut rentrer sur un de ces serveurs-là, un employé, puis essayer de voler les données? Bon, c'est certainement possible, mais c'est peut-être peu probable. J'ai entendu dire, il y a quelqu'un de Microsoft à Montréal qui me disait qu'il a visité un de ces centres de données-là. Et puis, quand tu rentres dans le centre, premièrement, il y a une sécurité extrême, là, il te pèse à l'entrée et à la sortie. Juste pour être sûr que t'as pas... Que tu pars pas avec un 10 dur. Ouais, je crois que c'est quelque chose qui est détaillé également dans la vidéo qui est sur YouTube. Ouais. Il parle de la sécurité. Oh, ouais. Mais je pense que la réalité, c'est que les probabilités que ces fournisseurs-là, par exemple Microsoft, va tout faire en son possible pour que ça n'arrive jamais parce que c'est toute sa crédibilité. Tu as plus de chances que ça arrive en entreprise. Ben oui. Les chances sont 10 fois plus élevées. En entreprise, c'est la source première de vol d'informations, c'est les employés. Moi, un jour, j'étais dans une rencontre, on était 25 architectes, puis on discutait justement du cloud, donc il y a à peu près 2 ans de cela. Puis je me souviens, il y avait des gens qui soumettaient ça en disant, ben oui, mais là, les données, les ci, les ça. Puis je me souviens, un des gars allumés dans la salle qui était un des architectes en chef chez Coca-Cola. À un moment donné, il avait regardé le monde et dit, minute là. Il dit, moi, j'ai bien plus peur de mes 10 000 employés qui se promènent avec leur laptop, qui ont de l'information souvent confidentielle. Donc là, nous, on s'est surtout assuré d'encrypter cette information-là et tout, parce que les autres sont bien plus des bombes à retardement parce qu'ils peuvent se faire voler leur laptop. Ben oui. Que un data center que Microsoft m'offre avec tous les niveaux des ententes, les SLA que tu parlais. Il dit, là, ma menace est pas vraiment dans l'hébergement. Ça fait qu'on on en emporte des données avec nous, ne serait-ce que les appareils cellulaires maintenant, les iPads, les iPhones, on a toute notre messagerie là-dessus, ça va vite qu'on pourrait. Oh, oui, donc les vols d'informations se font plus directement par les employés que par tes données qui seraient hébergées là dans le cloud. Là, effectivement, si tu veux voler l'information d'une compagnie, c'est peut-être plus simple de prendre des points d'attaque par les individus, faire ce qu'on appelle du social engineering, c'est-à-dire puis ça peut être de la force brute, c'est-à-dire par la menace en disant on va te casser 2 jambes si tu ne donnes pas les données. Mais tu remarques quand Google s'est fait attaquer, par exemple, c'est pas les serveurs en tant que tels ou leurs centres de données qui se sont fait attaquer. C'est par du phishing. Les gens les pirates ont obtenu les noms d'usagers mots de passe tout simplement en faisant du phishing. Ouais. Donc, c'est via les individus et non via une intrusion dans les centres de données que ça s'est passé. Donc, il faut réfléchir à ça, là. C'est toujours souvent par les individus, plus souvent qu'autrement. Donc là, on vient de parler du centre de données. Je disais, ça prend un gros tuyau qui amène les données ou parce que là, toutes les données vont vers le centre de données. Ouais. Toutes les données reviennent vers les différents utilisateurs. Donc ça, c'est une métrique au niveau des coûts. Parce que le cloud, il y a des coûts rattachés à tout ça. Ça sera pas gratuit, hein? Non, parce que contrairement, puis il y a bien des développeurs qui disent, mais là, pourquoi Microsoft ne donne pas, je sais pas moi, X nombre d'heures puis tout ça. On va en parler un petit peu à la fin. Là, c'est quoi les façons de faire du cloud ou de développer ou de tester sans que ça nous coûte cher. Là. Mais il y a de l'infrastructure en arrière, il y a du matériel en arrière de tout ça. Là. C'est pas juste un CD là que tu peux installer ou que tu peux un logiciel que tu peux downloader. De toute façon, là. aujourd'hui, quand toi tu pars ton ordinateur ou ton serveur, ça te coûte de quoi? Ben Là? ouais. Hydro-Québec, pour pas les nommer au Québec, ou la compagnie d'électricité de France, ils donnent pas gratuitement eux autres les cycles de CPU. Donc tu payes déjà, c'est juste qu'on le voit pas parce que si on dématérialise, tu paieras plus ça, mais tu vas dépenser l'argent ailleurs. Ouais. Donc au niveau de la bande passante, tu vas payer la bande passante en sortie. Donc ta consommation finalement, les utilisateurs qui vont accéder à ton application ou à tes données, la bande qui sort finalement des centres de données, ça va être chargé. La bande passante à l'entrée est maintenant gratuite. Elle a été longtemps payante, mais maintenant tout ce qui est finalement. Ça veut dire quand nous on va mettre notre application ou nos données dans le cloud. C'est ça. Ou par exemple, tu as une application qui de gestion de photos.
Donc, de l'upload. si les gens uploadent des photos, ben ta bande passante en in, donc vers les centres de données, elle est maintenant gratuite. Ben, je pense que le modèle est assez simple. Il présume que si tu fais en entrée tu rentres des gros fichiers, un jour ou l'autre, ils vont ressortir, puis là, ils vont te facturer avec un modèle juste sur ce qui sort. Ils sont capables quand même de faire payer le vrai coût de ce que tu utilises. Parce que c'est pas du socialisme, là, ce modèle-là. C'est pas tout le monde paie un petit montant, puis tout le monde a le même prix. C'est tu payes selon ce que tu consommes. La consommation, that's it, c'est vraiment ça. Puis aussi, si tu t'échanges des données entre data centers, là, entre les différents data centers. Par exemple, si tu es à Chicago puis tu échanges des données avec le centre de Dublin en Europe, ben là cette bande passante-là est payante. Par contre, si tu es à l'intérieur du même centre de données, t'as pas de bande passante à payer, là. Parce qu'à l'intérieur probablement parce que les autres dans le même centre de données, ça leur coûte rien. Ouais, C'est ça leur coûte juste le coût de faire ou de L'infrastructure est déjà là. ben, Donc, tu payes déjà pour. c'est ça. OK. Là, Guy, on a parlé physiquement. Là, ça a l'air de quoi? Il y a des centres de données, de la bande passante. On a expliqué que le concept générique. Là, si on parle un peu plus précisément, l'offre de Microsoft, le fameux Windows Azure. OK. Donc, si on regarde ça du côté de développement, ça prend quelque chose pour déployer nos applications. Ça prend quelque chose pour stocker ou manipuler nos données. Okay. Parce que si on revient à la base, là, puis je me souviens, un de mes premiers cours à l'université, on disait un logiciel, software, c'est code plus data. Ouais, c'est ça. Donc, à quelque part, il y a des données quelque part, puis il va y avoir du code quelque part. C'est ça. Ça prend les processeurs qui roulent. Donc, au niveau des processeurs, on a ce qu'on appelle l'offre compute. Donc, l'offre compute, c'est un peu ce qui va être où vont rouler les traitements. exactement, les traitements. Donc, t'as quelques rôles qui sont disponibles. T'as ce qu'on appelle le web role, qui est une instance de Windows qui va rouler IIS, sur laquelle tu vas pouvoir déployer ton application web qui va pouvoir rouler. Donc, ça, le web role, là, si aujourd'hui, mettons, si j'essaie de faire un parallèle. Aujourd'hui, j'ai une application ASP.NET classique, là. On a bâti à l'époque de .NET 1.1, mettons. Oh, ouais. Tu sais, avec Visual Studio 2003. Une bonne vieille application. Ah, moi, j'étais pas né à l'époque. Ouais, mais moi, je l'étais. Est-ce que je peux prendre cette application-là et la déployer dans un web role tel quel? Ou à presque tel quel? Presque tel quel, oui. Je dirais sans gros travail de modification. Parce là. que grosso modo, ce fameux web role-là, sa mission, lui, c'est d'être la façade pour les utilisateurs quand ils veulent se connecter à l'application. Puis une application AES, c'est ça que ça sert. Oui, puis si on prend l'analogie, si par exemple tu as une application à déployer à l'interne en entreprise, bon, ben, ça va te prendre un serveur pour faire rouler ton application avec AIS. Donc c'est la même chose. C'est une machine virtuelle sur laquelle roule AIS et que tu vas pouvoir déployer ton application. Ton application que tu vas pouvoir développer en .NET, mais aussi en d'autres langages. Il n'y a pas juste .NET qui est supporté. On a PHP, Ruby et Java aussi qui sont supportés. Ça veut dire que c'est juste un mode de déploiement qui change. Si on reprend le parallèle que faisait Mario, on fait une application comme on la faisait avant. On n'a pas de changement de code ou de classe à faire. Mais au lieu de déployer comme on faisait avant sur un serveur d'entreprise, on le déploie dans le cloud. C'est sûr qu'on bénéficiera pas de l'infrastructure parce que l'application sera pas optimisée là pour Azure ou pour le cloud, mais une application ASP.NET roulerait bien là. Où ça va être plus ardu, c'est que la partie donc toute la partie infrastructure qui communique avec la couche de présentation, la partie web, le web role sert à ça. Où est-ce que notre application ASP.NET classique, on va devoir la refactoriser? C'est qu'habituellement, on écrivait dans une base de données. Ouais, au niveau des données, SQL locale, et là, on peut plus écrire, on n'a pas une base de données SQL locale. Un web role, c'est juste du traitement, il n'y a pas de stockage. C'est ça, exactement. On va parler du stockage juste un petit peu plus tard. On va juste couvrir les différents rôles là qu'on a au niveau de compute. Il y a aussi le worker role. Le worker role, rock and roll. C'est finalement l'analogie qu'on peut prendre, c'est un service Windows, un service NT là qui roule. C'est quelque chose qui écoute là puis qui fait du traitement. A pas d'infrastructure UI du tout associée à ça. C'est ça.
Donc à ce moment-là, comment se fait la communication avec un worker role? Avec des endpoints. Donc on parle via un endpoint. Puis ce qui est transporté finalement, c'est du XML, là, de l'information. Donc grosso modo, ce que je comprends, ce que tu nous dis, c'est que un worker role va avoir une forme d'API pour être capable d'interagir avec. Oui. Parce que c'est sûr que tu préfères juste une application qui serait un worker role tout seul, qui serait un peu comme un service NT. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir toujours notre fameux web role qui va servir, lui, de façade. Et lui va lancer va demander à des worker roles, fais-moi telle tâche pour moi. Donc, un peu comme quand on fait une application multithread, on a le thread principal qui lance des threads fils pour faire les traitements. C'est un peu ce modèle-là qu'on va faire avec Oui, exactement. Puis ton worker role, lui, c'est vraiment une autre instance Windows qui roule en quelque part. Donc, les gens sont surpris quand ils voient ça au début, mais ton worker role, là, ton service, là, lui, il va rouler dans sa propre instance de Windows. Donc, tu as des coûts associés à ça. C'est pas un thread à côté, là, c'est un autre serveur complètement. Ça veut dire que il y a un coût de latence de communication entre les deux parce que on s'en va vraiment sur le réseau pour communiquer de l'autre côté. Qui est relativement fait parce que c'est optimisé au niveau des centres de données. Puis ce que tu peux créer aussi, ce qu'on appelle des affinity, là. Donc tu regroupes là, finalement tes différents serveurs là, pour minimiser la partie latence. Parce que si on ferait, mettons qu'on est chez nous, puis on se développe un serveur A, puis un autre serveur B, puis on fait un traitement distribué. Puis habituellement, on s'en va sur notre réseau. Puis à l'époque, si on était sur un réseau 10 mégabits talent, là, ce que tu nous dis, c'est que les gens chez Microsoft, eux autres, ils n'ont pas mis du 10 mégabits entre là. On est dans le gigabit sûrement. Là, je peux pas dire exactement qu'est-ce qu'il y a au niveau de réseautique à l'interne. Et j'imagine qu'on est même sur les meilleures qualités de communication, c'est-à-dire que les fils, c'est même pas du 4-6 comme on connaît, là, c'est encore mieux pour qu'on soit capable, parce que en temps normal, ça veut dire qu'on passerait en nanosecondes. On est dans le processeur, on était à 10 à la 9 en fait de vitesse. Puis quand on tombait sur un réseau, on tombait à 10 à la 3 en millisecondes. OK. Ce qu'on veut, c'est être le plus proche du 10 à la 9. Qu'est-ce qu'on a comme traitement? Là, eux vont travailler fort probablement pour amener ça peut-être à 10 à la 4 ou 10 à la 5 pour qu'on sente moins le coût de performance à tous les fois que je me promène entre un web role et un worker role. Oui, puis il faut comprendre aussi que normalement, tu vas avoir plusieurs web roles, donc des machines frontales, des façades, pour peut-être un ou deux worker roles. Là. Donc, par exemple, si tu as une application qui a beaucoup de visiteurs, tu as peut-être 3 ou 4 web roles qui sont la façade, puis tu as peut-être un ou deux worker roles en arrière. Là. Pour simplifier, dans le fond, le web role, ce serait le IIS. Puis le worker role, ce serait le middle tier. Là, calcul, finalement, qui roule l'application. Ce serait un calcul un traitement que tu veux offloader de la partie frontale. Ouais. Pour que ta partie frontale elle ait toujours un temps de réponse intéressant. Mais concrètement, est-ce que tu dois avoir les deux ou est-ce que tu peux juste prendre un web role? On peut juste avoir un web role. Je vais vous donner un exemple. Quand vous achetez un bouquin chez Amazon, par exemple, vous passez au travers du shopping cart et vous pesez sur acheter. J'achète. Là, tout de suite, la page revient, dit merci, Amazon dit merci de votre achat, bla 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 bla, on vous aime beaucoup. OK. Est-ce que la transaction de carte de crédit s'est faite à ce moment-là? Non, parce que si vous regardez bien, quand le temps que vous recevez le courriel de confirmation, ça prend peut-être 2-3 minutes, quelque chose comme ça. Donc, on peut penser que quand vous procédez à l'achat, les informations sont stockées en quelque part. Puis ensuite, il y a une espèce de worker role, c'est ça, dans une queue de traitement. Puis il y a un traitement quelque part qui va lire dans la queue des transactions à traiter, puis ensuite il va faire le traitement, puis ensuite envoie le courriel.
Puis une autre analogie que les gens peuvent aussi bien connaître, c'est tout le monde a écrit un blog dans sa vie ou a publié un billet. Donc grosso modo, ça serait probablement des web roles qui feraient la façade pour gérer toute l'écriture du billet. Puis là, tu peux prendre plusieurs jours pour le faire parce que lui, il va garder l'état. Mais il arrive un jour, tu dis, là, je veux publier mon billet. Mais probablement que quand tu publies, là, ça serait envoyé à un worker role qui, lui, s'occuperait de tous les autres traitements qu'il faut pour vraiment mettre ça live sur ton carnet. Oh oui, on peut penser à des architectures comme ça. Il y a un troisième rôle qui est le rôle de machine virtuelle, Virtual Machine Role. Donc ça sert à quoi cette affaire-là? Ben en fait, si on pense un petit peu, tout à l'heure, quand on définissait les trois grands types de cloud, on avait Infrastructure as a Service, ça se rapproche un petit peu de ça. C'est-à-dire que c'est une machine virtuelle qu'on va pouvoir créer ou uploader là, sur les serveurs. Et puis, on va pouvoir déployer notre application. Mais là, quand tu dis machine virtuelle, ça veut dire que je prends les technologies, je pourrais faire un site machine virtuelle avec VMware puis le déployer là, ou si je suis obligé de prendre la technologie Microsoft? Il faut que tu prennes les technologies Microsoft, effectivement. Puis bon, l'avantage c'est qu'on peut installer exactement ce qu'on veut sur cette machine-là. Le désavantage c'est qu'on prend pas avantage de tout ce qui est cloud. Je parlais tout à l'heure de l'espèce de colle là qui est sur au-dessus du système d'exploitation. Ben là, on prendra pas avantage de ça. Mais est-ce que ça veut dire dans notre machine virtuelle, on doit avoir IIS puis tout le kit, ou on relie ça à un web role? Tu peux avoir ce que tu veux. Quelque chose d'autonome là. Ouais, j'ai vu des exemples d'utilisation du Virtual Machine Role où c'était du traitement du traitement d'image finalement. Donc les gens uploadaient sur ces machines-là un certain nombre d'images, puis il y avait du traitement qui était fait par la suite. Donc c'est une application qui était vraiment spécialisée. Ben, un exemple, mettons, je reviens à ma vieille application ASP.NET, écrite dans les années 2003-2004. Probablement que cette application ASP.NET utilisait une base générationnelle comme unité de stockage. Donc là, je pourrais décider que pour rapidement amener mon application à rouler dans un environnement cloud, je pourrais me faire une machine virtuelle avec un SQL Server, en tout cas avec la technologie de BD que j'utilisais, et là, déployer ça sur le cloud. Quel serait le bénéfice, vous allez me dire, plutôt que d'aller en hosting classique? Ben, peut-être que là, à ce moment-là, si jamais je sais que j'ai beaucoup de traitements frontaux au niveau de la façade, donc là, je peux, puis que ma BD n'est pas le bottleneck, n'est pas le maillon faible de mon architecture aujourd'hui donc je pourrais faire ça en me disant, je veux quand même migrer toute la partie persistance en utilisant les méthodes de stockage que tu vas nous expliquer, Guy, plus tard, mais je pourrais faire une migration rapide. Puis je pense que c'était Microsoft voulait permettre aux gens qui disaient, mais là, je suis barré, j'ai une technologie propriétaire, comment je la déploie? Ben, fais-toi une machine virtuelle puis mets-la là-dessus. Ouais, exactement. Puis, ça se rapproche un peu du modèle qu'Amazon offre, là, ou les autres. Et il faut dire que c'est encore en bêta présentement. Donc, c'est un modèle qui est encore en bêta. Ça permet à Microsoft d'embarquer dans le Infrastructure as a Service à travers ce rôle-là. Ouais, mais Microsoft veut surtout focuser sur le plateforme. Donc, c'est la demande des clients là qui force Microsoft à offrir ce rôle de machine virtuelle. Est-ce que ça revient un petit peu à un hébergeur mutualisé où on a une machine dédiée chez un hoster X là, puis on envoie notre machine virtuelle là-dedans? Ouais, ta machine virtuelle, ça reste toujours une machine virtuelle. T'as pas une machine au complet, mais c'est... Mais un hébergeur mutualisé, finalement, c'est une machine où on a tous nos espaces. Ça doit être des machines virtuelles. Donc l'avantage là, ce serait qu'on est sur Azure, donc on est plus distribué sur la planète, avec les data centers. Ouais, c'est que tu pourrais distribuer ton application, je sais pas, en Europe ou en Asie, si t'as des clients qui sont un peu proches. Le niveau de qualité aussi serait plus élevé parce que bon, c'est sûr que tu peux l'avoir avec certains hébergeurs là, avec des hauts niveaux de qualité, mais c'est clair que le niveau de qualité de ce que offre Google ou Microsoft c'est le haut de gamme là. Ouais, effectivement. On parlait de stockage? Oui, ben c'est parce que on a parlé de côté code, comment on fait rouler le code, le contenu. Donc là, le stockage. Le stockage. Donc là, on a plusieurs choix. On a ce qu'on appelle les tables. Une table, c'est un key value pair.
je sais pas comment on peut définir en français là ou Grosso modo, c'est Dictionnaire. un dictionnaire. les gens qui ont connu un bon vieux fichier .ini, t'avais une valeur égale à une autre valeur. Mon Dieu, ça monte notre âge, ça. Ouais, mais c'est ça. Ou quand on fait de la programmation et qu'on met des choses dans un. T'as une clé et t'as une valeur. Donc tu retrouves ta valeur via ta clé. Donc avec ASP avec .net, on a des unités de stockage qui sont comme ça. Et On a des dictionnaires, on des a des... dictionnaires, ouais. On a un namespace avec plein de classes, mais donc une table, Guy, n'est pas une table SQL. Ah, effectivement, ce n'est pas une table SQL. Donc, c'est quoi l'avantage des tables au niveau du storage Azure? C'est qu'on va pouvoir mettre des centaines de milliers d'enregistrements là-dedans et on va pouvoir les récupérer hyper rapidement. Donc, le temps le temps de traitement là, pour sauvegarder puis récupérer des informations dans une table Azure, c'est très vite. C'est beaucoup plus rapide qu'un serveur SQL, qu'une base de données SQL standard. Un peu comme des settings, là, des choses comme ça qu'on stockerait là-dedans. Bon, non, tu peux stocker l'information. Et l'information, quand je parle de key value pair, c'est pas des données qui sont normalisées. Donc, tu peux avoir dans la même table, par exemple, des données sur un dossier client, le nom, le prénom, l'adresse. Et dans la même table, tu peux avoir les achats que cette personne-là, que les clients ont fait. Donc, les données sont pas standardisées, normalisées comme on a dans des bases de données SQL. tu vois finalement. C'est pas relationnel. C'est pas relationnel C'est ça la du tout. différence avec la base de données ou les tables. Donc on pourrait stocker des listes de clients, listes de produits, mais on préférerait faire ça dans une... Pas nécessairement. Si t'as énormément de données à stocker, puis il faut que tu les récupères très rapidement, c'est la bonne technique pour que tes applications puissent monter en charge là. Tu pourrais, par exemple, regrouper avec tes tables toute l'information pour des écrans. Donc, à ce moment-là, tu vas chercher l'information qui est en lecture seule et tu peux peupler tes écrans très rapidement. Ah oui, hyper rapidement. Moi, j'ai des cheveux gris, hein. Quand je regarde ça, ce que ça me rappelle, dans le temps j'ai pas travaillé beaucoup avec les mainframes, mais vous savez, avant les bases données relationnelles, il existait un autre type de base de données qu'on appelait les bases de données hiérarchiques. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de similitudes avec les bases de données hiérarchiques. Grosso modo, c'est une autre façon de stocker l'information qui a l'avantage d'être extrêmement rapide pour aller faire les requêtes, mais qui permet pas d'avoir l'unicité de stocker d'avoir l'information à un seul endroit, parce que le relationnel, c'est sa grande puissance, et ça, c'est j'ai l'information, si tu normalises, tu as l'information à un seul endroit, donc quand faut te la mettre à jour, tu sais que tu as qu'à mettre à jour à un seul endroit et tu es toujours avec une base de données intègre. Dans ce cas-là, tu vas avoir des duplicables, l'information peut se retrouver à 28 places. Mais c'est peut-être pas le but. Tu veux peut-être pas l'optimiser pour l'écriture, mais tu veux probablement l'optimiser pour la lecture, et c'est ça le but c'est parce qu'un des défis quand tu bâtis une application qui doit monter en charge, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers d'utilisateurs, c'est la rapidité d'affichage de l'information. Puis le maillon faible dans ce type d'application-là, c'est toujours la base de données. C'est toujours les données. Comment on va récupérer les données? Donc là, on n'aura pas des données relationnelles. On va peut-être avoir des données relationnelles. Je reprends mon exemple d'Amazon tout à l'heure. Les informations au niveau des bouquins, au niveau des commentaires que les usagers là inscrivent sur le site, c'est certainement pas stocké là dans des bases de données relationnelles. Par contre, une fois que tu as fait ton achat, j'imagine qu'en quelque part, pour pouvoir faire du BI là-dessus, faut retrouver l'information, faire des recherches, ils doivent stocker ça en quelque part dans une base de données relationnelle. On peut penser que Amazon a quelque part une liste de clients puis qui n'est pas dupliqué à 28 places, qui a mettre à jour à un seul endroit, et que avec des traitements en lot, ou en tout cas, si continue en dedans de 24 heures, si mettons je change mon adresse, ben que ça va se répertorier partout dans tous les systèmes, qui eux autres utilisent probablement des bases de données de cette nature-là, qui sont plus comme des bases de données. Donc les tables Azure, c'est parfait quand tu as énormément de données à les stocker, à les récupérer super rapidement.
On peut faire peut-être un peu le parallèle avec l'objet cache en ASP.NET, qui est un objet lent en écriture, enfin c'est relatif, puis très rapide en lecture, sauf que l'objet cache, il a une durée d'expiration, alors qu'ici c'est plutôt persistant. C'est persisté, ouais, effectivement, c'est persisté. Et là, tu vas payer au nombre de données que tu vas stocker là, finalement, à la taille des données que tu vas stocker. Un autre type de données aussi, c'est les données binaires, comme par exemple des images. On parlait tout à l'heure d'un site où on pouvait peut-être uploader nos images. Parce que les tables, là, vu que c'est c'est un pair entre une clé et une valeur, la valeur, on s'attend à ce qu'elle soit textuelle, si je m'attends. Ta valeur est textuelle, mais aussi peut être un type objet, là, donc nom, prénom, tout ça. Donc ça peut être ça peut être un objet sérialisé. Oui, mais ça reste que quand tu as du binaire, c'est pas binaire. Il y a un autre type d'unité de stockage. Oui, qu'on appelle les blobs, qui est Binary Large Object. Donc là, c'est un peu le même principe, mais là, tu vas pouvoir stocker des données binaires, des images, de la vidéo, des choses comme Finalement, ces gens-là se sont rendus compte que tous les objets qui sont gros, il y a d'autres façons de les traiter pour que ça soit encore plus optimal quand on veut vraiment être rapide en lecture et très lent en écriture. Et que si tu mélanges les fameux blobs avec les tables, c'est-à-dire que tu dis mes tables, je peux stocker aussi des gros objets, mais là, je vais avoir un coût de performance pour toutes les informations plus légères qui sont juste, par exemple, des chaînes de caractères. Donc, c'est pour ça qu'on les a séparés. On a fait les tables d'un côté, les blobs de l'autre. Spécifique. D'ailleurs, à l'origine, il n'y avait que les blobs, je pense, hein, quand ils ont parti Azure. Non, il y avait les deux. Non, j'ai rien dit, alors. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi il a utilisé le terme tab, parce que ça crée beaucoup de confusion. Ça crée, gens pensent que c'est rationnel. ça crée énormément de la confusion. Puis, faut dire qu'avec les tables, on a été formé à la base, à l'école, à l'utilisation des données relationnelles. Ouais. Puis là, on arrive avec une série de tables, on dit, le défi au début, c'est de créer des tables qui font en sorte que nos données vont faire du sens là-dedans, puis on va pouvoir les récupérer parce que tu as un index seulement, tu peux pas faire de jointure, donc il y aurait peut-être dû utiliser le terme liste qui aurait peut-être été plus mais là encore là les gens pourraient dire on connaît les listes comme une unité de stockage, puis ça crée d'autres problèmes parce que là il y a aussi toutes des présupposés. Est-ce que c'est tout ce qu'on a des blobs? On a parlé tout à l'heure là peut-être du worker role là qui allait peut-être faire un travail en différé. Ben, comment il va s'alimenter le worker role? Il va s'alimenter la plupart du temps via une queue. Donc, une pile. Ah, donc les piles, ça va servir à transférer de l'information entre mes processus, entre mes fameux traitements, là, exactement. mes rôles. Donc, disons qu'on a 2 ou 3 web roles frontaux. Puis là, c'est un site transactionnel, on achète, tout le monde achète. La transaction peut se retrouver dans une pile, dans une queue. Puis notre worker role, lui, traitement d'achat de carte de crédit, peut faire la transaction. Donc il va aller lire et dépiler finalement. C'est un first in first out. Là, donc les queues, ça sert principalement à faire la communication inter-rôle. Mais on peut aussi l'utiliser juste comme une unité de stockage parce que si on aurait besoin d'avoir quelque chose qui est last in, first out, on pourrait se servir d'une queue. Oui. First in, first out. First in, first out, excusez. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres types d'unités de stockage? Il y en a un dernier qui est nouveau, celui-là, qui ça fait pas très longtemps, qui est disponible. C'est le stockage au niveau d'un drive. Un drive. Donc là, drive, ça nous fait penser au fameux lecteur un disque, ZDE qu'on connaissait dans Windows. Oui, parce que quand on parle de web role, lorsqu'on, par exemple, qu'on instancie notre web role, l'information, en fait, l'application qu'on va déployer va contenir, les pages, soit MVC, ASP, whatever, les images que notre site a besoin de rouler. Mais quand on va stocker localement de l'information, par exemple, une application web pourrait stocker de l'information localement. Mais ça, cette information-là n'est pas persistable. Donc, si je fais un shutdown de mon web role, de ma machine virtuelle, je viens de perdre ces données-là.
Alors là, comment je peux persister des données, mon application, comment peut persister des données qui sont pas de type table ou tout ça, c'est peut-être de l'information que je veux stocker. C'est un peu comme une façon pour avoir, tu sais, ce qu'on appelait les local storage quand on écrit dans les applications ASP.NET. Ça peut être quelque chose comme similaire, là, comme ça. Donc, il y a une notion de drive qui va utiliser en arrière-plan là le blob storage là, pour créer. Donc l'application elle a l'impression qu'elle voit un lecteur C, ouais. Des points, puis avec tu peux avoir une structure de fichiers. Ouais, t'as une structure de fichiers puis de répertoires, puis c'est transparent au niveau de l'API. C'est comme si tu utiliserais un drive. Il y a sûrement un coup de performance à utiliser ça parce que si t'as les mécanismes de base, c'est probablement utilise les tables, utilise les blobs, utilise les queues. Ça c'est plus pour favoriser la migration plus aisée des applications. Parce que j'imagine que c'est pas le modèle de base que Microsoft recommande pour stocker l'information. Pour stocker l'information, mettons que j'ai justement à stocker le contenu de tous mes écrans pour que quand je fais des requêtes, quand ça apparaisse vite, ils vont sûrement tu mets pas ça dans un drive. Non. Ils vont dire mets ça dans des tables. Oui, exactement. Oui, effectivement. Les drives, c'est quand tu veux avoir un peu d'espace disque qui est persistable. Donc, j'ai un peu de misère à avoir la différence avec le reste, finalement, entre les tables, en fait, les c'est blogs, juste au niveau de les l'interface de programmation, c'est que ton application va voir le drive Azure comme un drive sur ton système d'exploitation, là, comme un disque. Tandis que l'API d'utilisation des tables ou des blobs est complètement différent, là. C'est pas comme un système de fichiers, là. D'accord, mais donc comme disait Mario, est-ce qu'il y a une préconisation par rapport à ça, d'aller plutôt vers un drive, puis comme tu dis en arrière, ça utilise les blobs ou les tables, ou d'aller directement sur un blob ou une table? En fait, si par exemple on parlait tout à l'heure de la migration d'une application existante vers Azure. Si mon application existante utilise un système de fichiers pour stocker des photos que j'upload, là il va falloir réécrire cette partie-là parce que c'est pas persistant. Tu touches pas à l'API, mais tu simules un drive. C'est ça. Mais c'est ça. Vu que c'est quelque chose qui est apparu dernièrement, puis c'était pas là dans la version originale, moi je présume que c'est pour des problèmes justement de migration. Ouais. Et c'est probablement il doit avoir un petit coût un peu plus coûteux en fait de performance que d'utiliser les unités de stockage de base sont les tables, les blobs ou les queues. Tu as un API qui encapsule tout ça, là, tout simplement. Et on doit dire aussi que tous ces options de stockage-là, donc on parle des tables, les blobs, les queues, les drives, sont disponibles via des API managed, donc qu'on utilise en .NET, et aussi via un API REST. C'est-à-dire que si tu programmes pas en .NET, et par exemple, tu programmes en PHP, tu vas utiliser les API REST pour parler à ce moment-là, parce que... Oui, et... ou en Java, c'est pas oui, et ça veut dire aussi que c'est disponible si tu ouvres la porte, finalement, si tu décides d'ouvrir la porte. De rendre ça public. C'est disponible aussi de l'externe. Ça veut dire que tu pourrais décider de juste louer, par exemple, du stockage de table ou du stockage de blob sur le cloud et avoir une application, un client lourd, mettons, qui roule sur un bon vieux Windows 7, puis qui utiliserait cette unité de stockage-là, et ça serait une application... Absolument. Tu pourrais aussi avoir une application déjà existante, une application web, PHP, .NET, qui utilise maintenant le système de blob pour stocker par exemple des images. Un peu comme on voit là présentement, là, on voit des applications que quand tu downloads finalement, je sais pas le démo, tu uploads des images, ça s'en va sur, tu regardes le URL, oups, c'est chez Amazon. Ouais. Un petit peu la même chose. Donc, puis là, Mario, tantôt, tu as soulevé un point, je pense qu'on n'a pas discuté, mais on peut donc utiliser Azure avec autre chose que .NET. Oui, faire absolument. Du PHP. PHP, Java, Ruby. Est-ce qu'on peut donc envoyer notre application PHP sur Windows Azure? Oui, absolument. Ça roule. Les API même sont disponibles d'Azure, sont disponibles en PHP aussi. .NET, PHP, Ruby, Java. Est-ce qu'il y a d'autres langages qui vont arriver? C'est ceux qui sont disponibles, là, qui sont supportés là, pour l'instant. Okay. Puis, dernière petite chose, on parle aussi du stockage, mais on parlait des 6 centres de données. Oui.
des fois, quand on a une application qui est vraiment grand public, là, qui est distribuée, là, qui est utilisée à travers la planète, 6 centres de données, c'est pas assez pour récupérer, par exemple, les informations, les images. Par exemple, si on a un site qui stream la vidéo, par exemple. 6 centres de données, c'est pas assez. L'idée, c'est que si tu streames la vidéo, il faut que tu la ramènes le plus proche possible. Le plus proche. Parce que là, la latence, nos utilisateurs nos auditeurs, il y en a sûrement beaucoup qui sont conscients de ça, mais il y a 2 variables importantes. Tu as la largeur de ta bande passante, ça c'est une chose. Tu sais, si j'ai 1 terabyte ou 1 gigabyte ou juste 10 mégabits, ça, c'est le tuyau, la grosseur du tuyau, c'est une chose, mais la longueur du tuyau, ça, c'est la latence. C'est-à-dire que si j'ai un tout petit tuyau, en plus, mon tuyau, il fait la moitié de la planète pour aller vraiment chercher sa source, là, ça peut prendre jusqu'à 30 millisecondes pour que l'information passe à travers tout le petit tuyau pour se rendre jusqu'à moi. Donc, c'est pas parce qu'on grossit le tuyau qu'on en fait une autoroute à 4 vitesses. Si je me promène encore je fais de la moitié de la planète. Donc, on veut ramener l'information pour qu'elle soit le plus proche possible de toi. Puis ça, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Là. Oui, il y a des gens, mais chez Microsoft, avec Azure, il y a ce qu'on appelle le Content Delivery Network, qui est en fait 24 nodes ou 24 centres de données qui sont répartis dans le monde. Donc, il y en a plus que les centres de données Azure. Ça, j'imagine est-ce qu'ils ont bâti lui-même ou ils ont juste non. Ils utilisent des infrastructures d'Akamai ou de ces genres de joueurs-là qui étaient déjà présents dans cette industrie-là depuis longtemps? Microsoft est présent depuis des années dans ce type d'infrastructure-là avec Hotmail, par exemple. Ah oui, donc c'est juste qu'on n'est pas au courant. C'est ça, mais c'est parce que dans le fond, c'est comme Amazon. Amazon a toute une offre de cloud, il me semble, parce qu'ils s'en servaient eux autres pour leurs besoins de vente en ligne. Probablement Microsoft également se servait eux autres de leur offre Azure avant que ce soit public. En fait, c'est que l'offre au niveau des centres de données Azure, il y en a 6 sur lesquels on peut uploader nos applications, utiliser le stockage, mais il y a aussi ce qu'on appelle les centres de Content Delivery Network, qui sont des centres de données qui sont moins connus, mais qui sont répartis au travers le monde aussi. Donc, il y en a 24. Donc, en utilisant le Content Delivery Network, on a juste une case à cocher. Puis là, les données, finalement, vont être, par exemple, si on a de la vidéo, on suit la vidéo. Ça peut être des images, ça peut être autre chose. Comme cache qui est plus proche. Oui, c'est caché. Donc, ça va être caché localement sur ces centres de données. Ouais, c'est ça qui dit, on fait juste cocher, mais j'imagine qu'à côté, c'est marqué que quand tu coches là, tu vas payer plus cher. Non. Tu payes pas plus. Donc, tu payes pour évidemment, il y a de la bande passante à utiliser, mais tu payeras pas une surcharge là-dessus. Donc, supposons que tu fais une application très multimédia, qui a beaucoup de vidéos, et tu t'aperçois que tu as des clients, je sais pas moi, en Inde, qui c'est plus lent l'utilisation. Je pense au gouvernement souvent qui ont des bureaux distribués à travers la planète. Ma femme travaille à Immigration Québec, donc entre autres, eux, ils ont des bureaux un peu partout à travers le monde parce que c'est là qu'ils vont recevoir les demandes des gens qui veulent immigrer. Ces gens-là ont une certaine infrastructure informatique, mais là, ils pourraient, si jamais ils feraient une application très multimédia, ils pourraient se servir aussi de ça. Oui, mais faut comprendre que c'est du contenu de type image, de type binaire là finalement là, c'est pas du contenu qu'on s'attend à ce que tu vas mettre à jour et que tu sais c'est du contenu qui est en lecture seule souvent. Qui est en lecture seule, donc il y a des techniques là pour le time to live là, combien de temps si par exemple si ta vidéo est cachée sur ces centres là, combien de temps elle va rester cachée. Pas tu dises faut être juste pour 15 minutes parce que c'est tout le principe en acronyme en anglais c'est CDN là, ouais, mais dans certains cas ça fait du sens là. Tout dépend de l'application. Donc ça c'est en fait on vient de couvrir là tout l'aspect stockage de données. Mais là Guy, OK, tu nous expliques que finalement on a dit qu'une application c'est du code plus des données. Donc, j'ai du côté compute, j'ai du côté storage. Donc, compute et storage, c'est les nouveaux vocabulaires qu'on va retrouver dans le monde Azure. Mais là, je programme-tu directement sur la cloud ou je programme... Tu sais, nous autres, on est habitués de programmer avec Visual Studio, de faire le développement local. Et un jour, quand on déploie sur les environnements de test, après ça, d'acceptation, et enfin, on va en production.
Là, ces modèles-là, là, ça changera pas. Là. Il y a personne qui va vouloir déprogrammer directement pour aller en production. Donc, comment on peut être capable de programmer avec cet environnement-là? En fait, quand tu installes le SDK d'Azure sur ton poste de développement, tu installes en même temps des émulateurs. Un émulateur du compute, un émulateur du storage. Comme par exemple les tabs et les blobs, l'émulateur utilise SQL Express. Donc ça simule finalement ton environnement de production. Puis ces émulateurs-là, tu dois est-ce que j'aurais le droit de les déployer en production? C'est-à-dire, m'a posé ma question d'une façon un peu plus intelligente. Imaginons que j'ai une nouvelle application que je bâtis. Puis là, je me dis, ouais, je voudrais la bâtir pour qu'elle soit encore valide dans 5 ans, 10 ans d'ici. Puis je sais que dans 5 ans, je vais vouloir utiliser l'infrastructure Windows Azure. Je pourrais-tu bâtir mon application et en hébergement local, comme je fais aujourd'hui, déployer des émulateurs et à ce moment-là Non. c'est sûr que ça serait pas très performant, mais Non, tu peux pas faire ça. En fait, il faudrait que tu installes Visual Studio sur ce poste-là, puis tu fais F5 là, puis on est en mode on est en mode débogage. Puis parce que c'est impossible même de lancer les émulateurs juste avec à la ligne de commande là. J'ai jamais essayé, je veux dire franchement, mais ça prend Visual Studio, là. Ça prend le F5. Ça, mais j'imagine que Microsoft y a pensé, puis c'est pour du développement localhost. Parce que c'est du dans la développement vraie local. vie, là, c'est sûr que le développeur lui peut faire F5 sur son poste, mais il arrive un jour où il dit OK, là, je veux mettre mon code source dans mon gestionnaire code source, donc je vais faire mon check-in. Ouais. Et habituellement, si on est en intégration continue, on veut recompiler le tout, vérifier que l'application est toujours solide au niveau de la code source. Du code Ouais. source. Et habituellement, on veut relancer une série de tests. Donc, ça veut dire qu'on veut être capable sur le serveur de test de rerouler l'application. Donc là, puis habituellement, on fait ça à travers des lignes de commande et tout. Là, c'est pas un F5 qu'on fait ça. Mais tu fais juste compiler ton application. En fait, c'est Mais si tu veux rouler des jeux de test, par exemple, donc tu veux l'instancier, l'application, tu vas vouloir sur ce serveur de test-là déployer un... faut que tu installes le SDK. C'est un peu comme ton poste local. Tu as besoin des mêmes outils. Là. Tu vas pouvoir faire rouler tes tests de la même façon. C'est juste que tu installes le SDK sur ton serveur de test. OK, parfait. Mais tu amènes un bon point aussi, c'est dit éventuellement est-ce qu'on va pouvoir déployer ces applications-là dans nos centres de données? La réponse présentement est non. On peut juste déployer ce type d'applications-là, des applications Azure, donc qui utilisent le Azure Fabric, le compute, le storage, puis tout ce blabla-là. On peut juste les déployer dans les centres de données d'Azure. Éventuellement, Microsoft va offrir ce qu'on appelle un private cloud, quelque chose qui est similaire à ce qu'on trouve dans leur centre de données, mais qu'on va pouvoir utiliser dans nos centres, dans nos infrastructures en tant que telles. Donc, tu vas pouvoir, par exemple, utiliser le même modèle de développement puis déployer sur tes propres serveurs. Mais c'est pas aujourd'hui encore. Parce que quand tu fais le choix de développer une application pour Windows Azure, vu que là, il y a tout un API propriétaire, en tout cas, tu sais, tu écris pour les tables, tu écris pour les queues, tu peux pas prendre ton application le matin et me dire, bon, là, moi, je suis plus content du prix que Microsoft ou de la qualité de Microsoft, je vais m'en aller chez Google. Google ont un autre modèle avec des API totalement différents. Présentement, là, chacun a son propre modèle, puis on peut pas prendre une application qui a été optimisée. Hein, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on pouvait déployer une application ASP.NET sans changement mais on n'utilise pas rien de bénéfice là du cloud. C'est ça pour une application. Non seulement les API, mais également tes données, elles seront dans Azure. Est-ce qu'on peut migrer des données dans le fond si on veut aller chez Amazon? Est-ce qu'on peut prendre ces données puis partir? Si on prend les données du storage, on a un accès via REST, un API REST, donc on peut facilement récupérer ces données-là. Donc il y a rien qui nous empêche là, qui nous bloque de dire hey, mes données sont là puis je peux plus. Donc, les données, il n'y a pas de barrière à migrer vers un autre fournisseur. C'est plus ton code que tu écrit avec les modèles Microsoft, qui est les WebRoll puis les WorkerRoll. Il y a un peu l'équivalent du côté Google, du côté Amazon, mais c'est pas pareil. Donc là, ça veut dire que c'est une réécriture d'une partie de l'application. À moins, comme tu dis, que tu as pris une application native ASP.NET classique. Mais là, quel serait l'avantage de rouler une application ASP.NET classique
où on n'a fait aucune optimisation pour le cloud et de la rouler sur le cloud versus la rouler chez un fournisseur d'hébergement qui va nous coûter probablement 3 fois, 4 fois moins cher? Mais en fait, faut faire une bonne différence avec ce qu'on appelle le shared hosting, le hosting, Parce que ça, c'est plus cher, l'hébergement là, quelques partagé. dollars par mois. Écoute, je sais pas, GoDaddy, c'est 8 piastres par mois, là. Tu peux héberger ton site ASP.NET, ta base de données SQL, puis tout le kit. Juste pour donner un comparatif, si je prends la même application là, que j'aurais faite ASP.NET classique, que là, me coûte 8 dollars par mois hébergé chez GoDaddy, on sait le niveau de qualité que ça a, là, mais pour beaucoup d'organisations, c'est assez comme niveau de qualité. Je transporte ça, là, je la fais rouler maintenant sur Windows Azure. Tel quel. C'est-à-dire qu'elle tient aucun bénéfice de Windows Azure. Le prix que Microsoft charge va être plus élevé. Va être plus élevé. Il va peut-être te coûter quoi? Le ratio, c'est quoi? Bon, il va peut-être te coûter un... 3, 4, 5 fois? Plus que ça, si tu prends une base de données SQL, si tu... Donc, on parle peut-être de 10 fois le prix. Donc, au lieu de 8 $, ça coûterait comme 80 $ par mois. Oui, mais encore là, faut faire des comparatifs. Quand tu es chez GoDaddy, OK, tu as ton site. Là, sur AAS, tu as ton site. Vous êtes combien sur ce serveur AAS-là? On ne sait pas. Il y a peut-être 64 clients qui partagent 64? 256. Laurent, 150? Vous êtes dans le champ, messieurs. 2500. Il y a 2500 sites sur ces machines-là. Donc, vous êtes pas seul, là. Mais non. Puis qu'est-ce qui se passe? Tu sais, notre Visual Studio Talk Show est sur chez GoDaddy. Le soir, là. Le soir, on publie l'émission, puis là, tout le monde vient chercher avec leur ouais, mais les pages, des fois, sont longues à charger. Puis là, tu fais refresh, puis oups, c'est long parce que on n'est pas tout seul. Il y a 2500 autres sites sur la même machine. T'en as pour 8 $ par mois. Exactement. Puis là, il n'y a pas de redondance. Là, avec l'offre Azure, quand tu as, par exemple, un web role, donc tu as une instance d'une machine virtuelle. Donc là, tu as différents niveaux. Tu as le normal, l'extra small, le small. Donc, c'est un peu comme des tailles de t-shirt. On en parlera tout à l'heure de ça. Ouais. Et ton instance, t'en as une machine virtuelle, mais en fait, t'en as 3. Il y en a 2 autres qui sont instanciés pour toi par Microsoft en backup, qui roulent. En fait, tu payes pour 3 instances. Tu payes pour 3 instances parce que tu veux vraiment assurer que... Mais en fait, tu payes pas, tu payes pas pour 3 instances. Tu as 3 instances, mais tu payes pour une seule instance. Donc, si par exemple, ton instance meurt... C'est ça, pour expliquer pourquoi il y en a 3 instances, c'est que Microsoft, eux autres, ils veulent que quand tu vas sur le site, que tu reçoives jamais un 404 parce que on dit il y a des milliers de serveurs sur lesquels sont hébergées les applications. Ça veut dire qu'à chaque seconde, il y a peut-être 10, 15, 20 et probablement plus donc serveurs qui meurent dans le data center. Donc à chaque seconde, tu peux être peut-être le processus qui est en train de mourir parce que l'équipement avait fini son temps de vie. C'est ça. Sur un demi-million de serveurs, par exemple, il y en a X nombre qui vont mourir 1000 qui meurent à toutes les secondes. Ou à l'heure ou quelque chose comme ça. Mais les autres, en le mettant à 3 places, ils se disent, premièrement, si on le met à 2 places, quelles sont les probabilités que toi tu meurs puis que l'autre meurt en même temps? Puis ils trouvaient que c'était encore trop élevé, donc on dit on le met à 3 places. Donc là, les probabilités que ton instance à toi, en même moment, les 3 meurent, à peu près, en tout cas, oui, ça peut arriver, mais c'est très très faible. Puis aussi, ce que ça permet à Microsoft, c'est c'est un autre avantage du cloud, ça permet de faire de la maintenance. Les fameuses patchs qu'on doit installer, ben ça permet de faire une rotation entre ces machines-là, puis c'est totalement transparent pour toi. Mais là, GoDaddy, les autres marchent pas comme ça. Font pas comme ça. Là, c'est comme ta machine, on est obligé de faire de la maintenance. Faut patcher puis on la redémarre puis ton site. Ils t'avisent d'ailleurs, ils disent là, on va faire une maintenance cette nuit. Puis eux autres, ils font de la maintenance préventive, c'est-à-dire qu'ils savent que mettons ce serveur-là, ça fait 12 mois qu'ils l'utilisent, ils disent bon ben là il est temps qu'on change de serveur puis qu'on le revende parce qu'ils gardent probablement toujours des serveurs un certain temps parce qu'ils se disent après un certain laps de temps les probabilités qu'ils brisent sont trop grandes. Mais il y a tout un métier qui est de l'hébergement
qui fait qu'ils sont capables d'offrir un certain niveau de qualité à 8$. Mais là, nous, quand on parle de cloud, c'est qu'on vient de passer à 1000 fois mieux comme type de qualité. C'est ça. En fait, Peut-être que GoDaddy, etc. font la job, mais tu t'en vas vers un Azure, c'est plus cher, mais tu as une problématique de performance, et certainement de performance à un instant donné. Si par exemple, tu t'en vas refaire la boutique du Père Noël, tu sais qu'en décembre, tu vas avoir un gros pic de trafic que Azure ou une technologie de cloud pourra absorber parce que ça va monter en charge plutôt que ton hébergeur classique. Mais c'est sûr que qui te coûte pas cher, mais qui va te... Si tu fais un site, mettons, pour le Père Noël, t'es lâché en puis décembre. tu l'héberges chez GoDaddy ou chez n'importe quel hébergeur, en tout cas, t'as intérêt à leur dire, moi, je fais quelque chose, puis il va y avoir beaucoup de trafic sur mon site. D'ailleurs, eux-mêmes, ils monitorent. Puis s'ils voient dans 24 heures, ils commencent à avoir du trafic, ils vont t'appeler. Ils vont te dire, là, il y a beaucoup de monde. Puis ils vont vraiment te dire même, je t'enlève de mon serveur jusqu'à 2500 parce que tu vas tuer la performance des 2499. Ah non, ou ils vont tout simplement faire te shutter down. Ah, ils vont te shutter down. Oh oui, non, écoute, ils en ont rien à cirer, là. Tu payes 8$ par mois, là. Ouais. Ils t'appelleront même pas, là. Ils vont te shutter down, là. That's it, C'est Donc, malheureux là, quand même pour tous ces petits enfants qui attendent des cadeaux à Noël. Donc, si tu veux vraiment avoir, là, avec ces hébergeurs-là, il va falloir que tu leur dises d'avance, moi, je veux un certain niveau de qualité, puis ils vont dire, écoute, on va te fournir un serveur à toi-même, puis là, tu paieras plus 8$ par mois, tu vas payer, peut-être même au total beaucoup plus cher que ce que coûte le cloud offert avec Windows Azure. Ben, à un moment donné, j'avais fait juste pour un petit exercice, j'avais comparé un hébergeur local ici qui faisait de l'hébergement où on pouvait avoir nos propres serveurs. Donc, j'avais calculé là combien ça coûtait d'avoir, par exemple, 2 serveurs frontaux, le load balancer, la base de données SQL. Puis, écoute, ça revenait exactement à la même chose là au niveau de coût là. Là, en plus, on parle d'une machine dédiée dans une salle blanche, dans un hoster, mais il faut se charger nous-mêmes d'aller installer Windows, faut mettre les patchs, etc. Alors que Windows Azure, nous, on se charge pas de l'infrastructure, on n'installe pas les patchs, on n'installe pas Donc, Windows. le coût semble le même, mais il y a tout un coût caché que c'est toi-même qui dois gérer ça d'un, et c'est tout. Comment tu gères tes backups? Et tu seras jamais capable d'arriver à avoir 3 instances en même temps. En tout cas, si tu veux non, ça comprend pas ça, là. Puis, en plus, c'est que le temps de support, c'était 4 heures. Donc, s'il arrive quelque chose avec le load balancer, ben là, t'as 4. Les autres, ils donnent 4 heures. Puis, fait que là, même les gens au début disaient, waouh, c'est cher ce qu'on paye chez Microsoft pour Azure. Il faut faire le bon comparatif. Là, faut comparer des pommes puis des pommes. Oui, c'est pas non plus tout le monde va pas tout migrer sur Azure. Exactement. Le site web de Madame Michou qui gère. Ouais, Minou là, qui pose les défauts sur Azure. Mais le Visual Studio Talk Show, par exemple, on n'a pas prévu d'envoyer sur Azure, en tout cas à court terme. On est bien content que de notre 8. Ben nous, ça nous coûte un petit peu plus de cher que 8$ parce qu'on a quand même des gros fichiers là, avec le. Mais c'est un bon exemple. Le shared hosting, l'hébergement partagé a encore sa raison d'être, puis c'est deux offres complémentaires. Justement, est-ce que tu as des outils? Comment est-ce que tu fais pour comparer? Tiens, est-ce que je dois rester sur mon hébergeur classique ou j'aurais intérêt à aller sur Azure? Est-ce que tu as quelque chose qui peut t'aider à prendre la décision, à calculer tes coûts? Est-ce que mon application, est-ce que j'ai des pointes durant l'année, par exemple? Je sais pas. On parlait du Père Noël, notre fameux Père Noël. Père Noël, en fait, je vais donner un exemple qui est un peu dans le même ordre d'idée. Je travaillais pendant plusieurs années chez New Run. On faisait le site de Archambault, donc détaillant de musique, livres, bouquins, tout ça. Et bon, dans le détail, donc ça c'est un peu comme l'équivalent de la FNAC. Oui, la FNAC, exactement. Donc la période de pointe, c'est la saison de Noël entre octobre, novembre, décembre. Durant ces 3 mois-là, le commerce de détail fait au-dessus de 50% de leurs revenus. Là. Donc si tu manques même quelques jours pendant cette période-là, c'est beaucoup de sous. C'est énormément de sous. Donc à chaque année, ben on demandait à l'hébergeur de préparer 1 ou 2 serveurs additionnels. Mais là, il fallait
préparer presque en nous, faire les demandes pour rajouter 2 serveurs, le temps qu'ils l'installent, on fasse les meetings, on a besoin de ça, faut déployer. Tandis que là, avec Azure, là j'ai une instance qui roule durant l'année. Là, j'en ai besoin de 3. On a plus de trafic, on a besoin de plus de serveurs frontaux. Ben juste par la configuration, juste à dire là j'en ai besoin de 3 puis je les ai 5 minutes après là. 5 minutes, hein. Et tout ça de façon transparente, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun utilisateur qui, pendant ces 5 minutes-là, allait sur ton site, qu'eux autres vont avoir eu un temps mort. C'est-à-dire que pour eux autres, c'était transparent, ils ont tous pu être continués à faire ce qu'ils voulaient faire sur ton site parce que les nouvelles instances sont apparues et pendant que les autres continuaient à vivre sans ouais, donc il y a des sortes de facteurs aggravants comme tu as décrit là qui font que oui, une boutique électronique elle pourrait tirer avantage de façon assez évidente de Azure. Ma question c'était est-ce que pour les sites qui sont un peu entre les deux, où j'imagine pour le Visual Studio Talk Show, quand est-ce que vous allez prendre la décision de dire ben là ça serait bénéfique d'aller vers Azure? Est-ce qu'il existe une calculette, un outil qui te fait, tu rentres tes chiffres et puis tac, on te dit voilà. Ouais, sur le site de Microsoft, il y a ce qu'on appelle un Return on Investment, une calculatrice là, qui permet de okay. Donc ça c'est public, on pourrait mettre le lien dans le talk show. La chose que moi je peux dire par rapport à ça, Guy, tu pourras me confirmer ou me dire si je suis dans le champ. Moi, je pense qu'il y a une certaine analogie à faire avec toute l'électrification qui est arrivée à la fin du 19e siècle. Vous savez, en 1850, les gens avaient eux-mêmes dans leur propre, c'était pas monsieur, madame, tout le monde dans leur maison, mais dans les compagnies, on avait nos propres centrales hydroélectriques. On faisait souvent de l'électricité à partir soit du charbon ou de l'eau. Et 1875, c'est arrivé les premières compagnies, General Electric pour pas la nommer, qui ont commencé eux autres à dire on va faire une compagnie qui va vendre l'électricité. C'était cher l'électricité dans ces années-là, là, en 1875, parce que il y avait pas tant d'utilisateurs, puis même pour chercher des rendements de volume, General Electric, ça a été d'électrifier les villes. On pense à Chicago, et puis en même temps, c'était une vitrine pour montrer que l'électricité, c'est quelque chose qui est abordable, mais c'était quand même plus dispendieux, peut-être dans certains cas, que de voir sa propre centrale électrique. Sauf que sur 50 ans, en ayant de plus en plus d'utilisateurs, les coûts ont pu diminuer. C'est devenu il y avait personne qui pouvait avoir sa propre centrale et être moins cher. Peut-être qu'on peut imaginer, aujourd'hui, on dit c'est $80 pour avoir du Azure, mais s'il y a du volume et de plus en plus, peut-être que dans 10 ans d'ici, on va être rendu à $8. Et là, l'hébergeur partagé, GoDaddy, qui lui le fait à $8, il ne pourra pas aller plus bas que $8. Lui, ça lui coûte $8. Puis là, tu vas dire, ben pour 1000 fois plus de qualité, j'ai l'autre à $8. C'est sûr que là, nous, on va switcher notre Visual Studio sur Azure parce que ça va valoir... pour le même coût, je vais avoir une qualité 1000 fois mieux. Mais je serais étonné, là. Il va tout le temps avoir une petite différence. Peut-être les coûts du cloud là chez Microsoft ou les autres vont baisser, mais il va tout le temps rester une petite différence. Quand on dit qu'on était rendu à la 4e génération des centres de données, ben ils vont en ramener de plus en plus dans les zones froides, donc les coûts de refroidissement vont diminuer. En ayant de plus en plus leur propre centrale électrique, ils vont probablement être capables de... Puis en optimisant, écoute, la consommation d'énergie va diminuer avec les années. Parce que tous ces data centers-là, si tu fais juste que optimiser la technologie puis qu'elle consomme 2 fois moins, ça coûte 2 fois moins cher, donc tu viens de passer de 80 à $40 parce que le gros du coup, c'est l'électricité. Oui, effectivement. Donc, puis pour ceux qui sont intéressés à l'analogie avec l'avenue de l'électricité là sur notre belle planète. Ouais, parce que j'ai rien inventé, moi j'ai juste pris ça dans un livre que j'ai lu. Il y a un livre, un petit bouquin là qui est tout petit, qui est super le fun, qui est écrit par Eric Carr, qui s'appelle The Big Switch. Qui est une super lecture là, qui fait le parallèle entre le cloud et une lecture très en tout cas instructive, puis qui juste en tout cas qui est la bonne façon de se convaincre que c'est inévitable. Le cloud est inévitable, c'est juste une question de temps. Parce que de la même façon que l'électrification, c'était inévitable que c'était qu'il y avait des rendements de volume, puis que ça pouvait pas être chacun qui faisait fabriquer eux-mêmes leur propre électricité. Hey, dernier module là, qu'on doit couvrir là. On a parlé tout à l'heure de storage pour stocker l'information. Oui, qu'est-ce qu'on fait que notre monde, la planète entière vit dans un monde relationnel. Il y a encore la bonne vieille base de données SQL qui est disponible sur Azure. Donc, ça s'appelle SQL Azure, qui est un subset là, de
Mais là, SQL 2000. Est-ce que 2000. Microsoft a réussi à mettre une base de données relationnelle sur Azure en te donnant tous les bénéfices de ce qu'on avait avec les fameux storage, c'est-à-dire les queues, les blobs? Non, les ça, c'est tables? des bases de données relationnelles. C'est deux types de storage ou de stockage. Donc, qui ça est veut dire que c'est différent. des bases de données optimisées pour être capable d'écrire l'information à un seul endroit et qui sont pas du tout optimisées pour la lecture. Ben, en fait, c'est ce que tu retrouves en entreprise. C'est ton bon vieux SQL, là. Exactement, là. SQL Azure, c'est SQL Server, mais Oh oui. sur Azure. Oh oui. Donc, c'est pas tous les modules d'SQL qui ont été optimisés pour Azure. Puis là, on parle de l'engin relationnel. Je pense pas que l'engin l'engin relationnel, d'intelligence BI, d'affaires. est pas non, là. tout ça, mais ça va venir éventuellement. Le but de Microsoft, c'est d'offrir finalement quelque chose de similaire à ce qu'on retrouve en entreprise. Ça, est-ce qu'on pourrait dire, Guy, que Microsoft, à un moment donné, a reconnu que la plus grande barrière pour l'adoption du cloud, c'est le niveau de formation des développeurs, des gens qui décident, des architectes des entreprises. Puis vu que nos organisations sont très centrées sur les données et les données relationnelles, et que beaucoup de gens, c'est juste ça qu'ils connaissent, et quand tu leur parles d'une autre façon de stocker l'information, les cheveux leur dressent sur la tête parce que là, ils se sentent dans une zone de très grand inconfort. En offrant ça, ça permettait encore là de favoriser la migration. Ben, c'est un bon point. Si j'ai un type d'application qui monte pas en charge là, on a un trafic constant puis. C'est les 1000 employés de mon organisation ouais. qui vont se loguer un petit peu. Donc j'en ai peut-être toujours juste 50 en maximum dans mes gros pics en ligne. Donc, une base de données relationnelle dans ce cas-là fait amplement l'affaire. Puis, comme tu dis, il y aura pas de problème de formation, d'apprendre une nouvelle API, tout ça. Je peux utiliser tous les outils que je connais, utiliser mes ressources. Tu peux utiliser même Management Studio à partir de ton poste en entreprise, puis te connecter via le port 1433 si tu l'as ouvert. Tu peux me faire même un pont là de IP à IP là, pour sécuriser le tout. Puis tu peux faire ton management à distance. Tu peux faire une synchronisation des données aussi. Donc, c'est le bon vieux SQL là, qu'on retrouve là, disponible sur le cloud. OK. Là, Guy, moi, j'entends parler d'un produit depuis plusieurs années qui s'appelle AppFabric, puis y a-t-il un lien entre AppFabric puis toute cette histoire de cloud-là? Tout à l'heure, tu as parlé du fameux Fabric dans Windows Azure, qui est comme un peu le kernel, quand on arrête nos systèmes d'exploitation, ce qu'on appelle le kernel, c'est le cœur. Mm-hmm. Donc, le Fabric, c'est un peu tout ce cœur-là qui sait comment gérer, lui, les fameux rôles, puis les queues, qui s'occupe d'instancier toute cette infrastructure-là pour qu'on soit capable d'avoir une plateforme. Mais là, le App Fabric, si j'ai bien compris, c'est un produit à côté, c'est un serveur applicatif, mais c'est quoi le lien? Ouais, en fait, App Fabric, t'as le Azure App Fabric, t'as le Windows App Fabric aussi. Ah, donc il y en a deux serveurs. Il y a une version qui est disponible pour l'entreprise, puis t'as la version Azure. La version Azure est sur le cloud? Sur le cloud, ouais. Donc là, présentement, t'as deux offres qui sont pas semblables. Et le but de Microsoft, c'est d'arriver à une parité là, entre les deux offres. Donc, au niveau d'Azure, il y a plusieurs modules qui sont disponibles. Il y en a un qu'on appelle le Service Bus, qui permet de connecter des applications externes au cloud, donc de sécuriser. De créer des points de connexion. Il y a le Access Control qui permet via Active Directory par exemple, si on a une application sur le cloud, on veut juste que ce soit nos usagers d'entreprise qui sont logués dans notre Active Directory qui puissent se loguer. Il y a possibilité de le faire. Il y a possibilité aussi d'utiliser des web des providers web comme Yahoo, Google, Facebook aussi. OK, donc là, si je te suis bien, Microsoft pourrait avoir une offre en disant, écoute, si tu vas sur le cloud, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que oublie toute ton infrastructure et tu faut t'en aide sur le cloud. Et ça serait pas très vendeur parce que les compagnies qui ont déjà investi, qui ont des centres de données locales, qui ont beaucoup de serveurs, qui utilisent par exemple, ils ont toute une sécurité fédérée avec des domaines controllers, ces choses-là, Active Directory. Donc eux, s'ils commencent à migrer vers des applications vers le cloud, ils veulent quand même garder la même sécurité.
Donc, AppFabric, c'est un peu le serveur qui fournit toute cette colle-là pour que une application cloud utilise les mêmes services de sécurité, utilise Ouais, puis on peut créer, étendre notre réseau d'entreprise via Azure Connect, puis finalement étendre notre réseau au cloud. Donc, ça permet de sécuriser les applications puis de dire que bon, les applications qu'on déploie sont utilisables seulement par les gens qui sont authentifiés sur notre réseau. Donc, faut le voir comme une possibilité d'étendre le réseau, l'infrastructure locale, à l'étendre sur le cloud. Donc, ça permet finalement à une organisation, une compagnie, de commencer à migrer vers le cloud sans perdre tout son patrimoine. En fait, c'est utopique de dire qu'il y aura plus de serveurs dans une entreprise, à moins qu'on soit une start-up puis ou à moins qu'on sorte pas, on ferme la switch puis on revient dans 50 ans, peut-être que ça sera le cas. Peut-être là, mais d'ici 50 ans là, les entreprises là, ils vont toujours avoir des serveurs. Mais tu sais que si on ferme la switch, on sort pas dans 50 ans, peut-être que juste de commencer à expliquer ce qu'on discute là, il y a nos auditeurs comprendraient même pas parce que ça se fera pas partie de leur réalité. Mais donc le fameux AppFabric, c'est un serveur, soit que tu peux déployer localement chez toi. Ben, c'est une série de services là qui sont offertes. Puis comme je te disais, il y a pas de parité encore entre la version cloud puis la version d'entreprise, mais le but de Microsoft, c'est qu'il y ait une parité. Parce que tu peux décider de pas déployer localement puis de prendre leur offre cloud. Puis là, tu payes un certain montant tous les mois, j'imagine. Ouais, effectivement. OK. Y a-tu d'autres technologies comme ça que Microsoft a mis en place pour faciliter la migration vers le cloud? Y a-tu d'autres technologies chez Microsoft qui commencent par Azure ou qui ont le nom Azure? Parce que ce que je comprends, c'est quand on voit le nom Azure, c'est qu'il y a un lien quelque part avec le cloud. Ben, en fait, un dernier service ou offre, c'est le Azure Marketplace, où tu peux déployer des données et puis soit les vendre ou les déployer gratuitement, tout simplement. Là. Donc, si tu as une type d'entreprise ou une organisation, comme par exemple une ville, qui récolte énormément d'informations, cette information-là, ils veulent la rendre publique, mais comment on rend publique? Parce que peut-être que dans notre charte, on doit dire, ben là, cette information-là, elle doit être publique, les citoyens doivent y avoir accès, par exemple. Ben, il y a le Azure Marketplace où les villes, les cités peuvent déployer justement ces données-là. Ça coûte de quoi déployer l'information-là? Ben en fait, en tant qu'utilisateur, ou en tant que compagnie ou organisme qui déploie, on peut choisir de charger un montant pour l'utilisation de ces données-là ou non. Tu te positionnes comme fournisseur de données, puis c'est exposé dans le Azure Marketplace. Je pense que la NASA, par exemple, a commencé à faire ça. Donc ça couvre Azure Marketplace. Demain matin, là, on travaille dans une organisation, on fait pas du tout de cloud, ça fait même peut-être pas partie de ce qu'on envisage. Mais là, on vient d'écouter ce podcast-là, puis on dit, ben, hey, ça a l'air qu'il faut que je me prépare, faut que je commence. Donc, c'est quoi la première étape? C'est-tu de commencer à se former? www.azure.com. C'est le point d'entrée. C'est là qu'on va retrouver de l'information, des vidéos de base qui expliquent les principes, puis aussi de l'information sur chacun des modules qu'on vient de couvrir. Il y a de l'information pour les décideurs, donc au niveau des décideurs, puis aussi au niveau des développeurs. Donc il y a les liens pour télécharger les SDK qu'on a parlé tout à l'heure. Je suggère fortement de downloader ce qu'on appelle le Windows Azure Platform Training Kit, qui est une série de hands-on lab, de présentations. C'est un package parfait là pour apprendre Azure, parce que chaque petit module, en fait, chaque module qu'on a parlé est couvert. Et c'est en format hands-on lab, donc bien. Mais là, Guy, OK, mettons que je suis convaincu. Je me dis, oui, il faut vraiment que j'apprenne ça. Là, tu dis downloader le SDK, installer-le localement. Donc, vous allez pouvoir avoir votre mini Azure pour être capable de pouvoir Il n'y a pas de coût, là. Il n'y a rien. On est local. C'est ton coût local de faire rouler ta machine. Donc, c'est ce que tu payes à Hydro-Québec à tous les mois.
Mais là, un jour ou l'autre, tu vas vouloir peut-être déployer ça pour au moins l'avoir roulé sur le cloud. Donc, là, quand tu déploies, c'est là que tu commences à payer ou comment? Est-ce que Microsoft a une offre qui est comme intéressante là, pour... Alors, si tu as un abonnement MSDN, donc si tu as acheté ton Visual Studio avec ce qu'on appelle le MSDN... MSDN qui veut dire le Microsoft Developer Network. C'est ça. Donc, juste pour situer les gens qui connaisseraient pas. Le MSDN, ce que ça donne, c'est la capacité de pouvoir aller chercher tous les produits de Microsoft, en tout cas la majorité des produits dépendamment de Microsoft. de la version que tu prends, t'as une série de produits qui sont disponibles. C'est un abonnement. C'est un abonnement annuel, puis ce que ça te permet, c'est d'aller chercher tous les logiciels que tu peux avoir besoin pour faire justement tous tes environnements de test. Donc, ça inclut même une version d'Office, mais c'est pas des produits que tu vas déployer pour utiliser. C'est vraiment pour les plateformes de test, pour être en mesure de pouvoir... Pour le développement. Pour que tu sois capable de développer une application. Donc, c'est pour ça que ça inclut même Microsoft Office, parce qu'on peut développer des applications qui intéressent. Dépendamment des versions, encore une fois. Tu as des versions qui pourraient peut-être ne pas avoir Office d'inclus. C'est vrai, parce qu'il y a comme 2 ou 3 versions de c'est MSDN. Ça, mais si tu as la MSDN Ultimate, là, tu peux tout aller chercher à peu près des produits. Mais même sans abonnement MSDN, moi, la première question, en tant que développeur, la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'est actuellement, je suis capable de faire du développement d'applications web ou Windows Forms ou autre gratuitement parce que le .NET Framework est gratuit. Ouais. Je peux avoir un Visual Studio Express gratuit. Ouais. Je peux avoir un SQL Express qui est gratuit et je fais tout mon développement, mon debug, mon test gratuit. Maintenant, je veux faire du Azure. Est-ce que je peux avoir une expérience similaire? Ben, ton expérience de développement va être gratuite aussi parce que t'as besoin du SDK, en plus de ce que tu viens de mentionner. Le SDK Donc, est gratuit. Les outils, les émulateurs. Oui, tout ça, là, au niveau développement, mais il ce qui y a sera pas de problème. gratuit, c'est quand tu vas pouvoir aller déployer ça sur le cloud. Ouais, parce que là, c'est pas juste des bits que tu downloads puis que tu installes puis c'est virtuel, tout ça. Là, quand tu déploies une application, tu instancies une machine virtuelle sur en quelque part, tu as des ressources physiques là qui sont allouées. Là. La même chose si j'ai un site web chez GoDaddy, ils disent pas les premiers mois c'est gratuit puis quand tu auras fini ton application, là tu commenceras à payer, c'est comme si tu veux avoir une instance qui roule, paye ton paiement à 3 mois. Tu peux pas juste dire je déploie ça puis je suis en mode test pendant un mois là, ça marche pas. Non. Donc le truc c'est de regarder de quelle façon je peux avoir des heures d'utilisation gratuites. La première chose, c'est il y a ce qu'on appelle un trial, une période d'essai où tu t'inscris sur le site azure.com et puis tu as un certain nombre d'heures à louer durant un mois pour pouvoir justement tester, déployer tes applications. Il y a pas de coût à ça. Évidemment, ton nombre d'heures à louer est limité là. Là, quand on dit le nombre d'heures, c'est pas le nombre d'heures. Oui, c'est le nombre d'heures que ton application est vivante. Parce que tu peux la fermer et la repartir. C'est un bon point parce qu'il y a plusieurs gens qui disent l'utilisation à l'heure. Ça veut dire que si par exemple j'ai des utilisateurs qui utilisent mon application de midi à midi et 10, puis après ça il y a plus personne qui l'utilise, je vais juste payer pour 10 minutes. Non. Tant que l'instance est vivante puis qu'il y a quelqu'un peut taper le URL, ça coûte de quoi? Tant que l'instance est vivante, puis même tu peux faire un shutdown de ton instance, mais physiquement ta machine est encore là. Tu vas payer pareil, faut que tu la détruises là. Donc, la période de trial, le trial, je me souviens plus exactement du nom, permet d'avoir un certain nombre d'heures d'utilisation. Puis aussi, dépendamment de la version de votre Visual Studio avec MSDN, tu as un nombre d'heures là, à louer là, qui permet de faire amplement de tests. La stratégie de Microsoft, c'est un peu ça, c'est-à-dire les gens qui veulent faire du cloud, on va les amener vraiment vers le chemin de prenez un abonnement MSDN annuel, puis vous allez avoir à ce moment-là ils ont fait des offres quand même intéressantes. Ouais. Là. Oui, on absolument. parle de milliers d'heures. Tu peux te servir de tes heures dans MSDN pour héberger une application d'un client, mettons, ou c'est réservé à du test, ou alors c'est vraiment du Azure standard, mais en fait, t'as certaines heures gratuites. C'est une bonne question. J'ai pas regardé au niveau de l'entente là si on pouvait déployer des applications en production avec ces heures-là. J'ai rien vu qui empêchait. Donc prenez ça avec Mais c'est lié à une deuxième question que j'ai en fait qui m'est venue également quand j'avais commencé à regarder ça. C'est quand tu te connectes sur Azure.com, tu te connectes avec ton Live ID.
Ouais. donc en tant que développeur. Puis tout de suite, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il en est si tu fais une application pour un client, que tu veux la déployer, est-ce que tu utilises ton Live ID et tu déploies ça sur ton compte, ou est-ce Ouais. qu'il y a des sortes de, ou est-ce que tu dis à ton client, ben, crée-toi un Live ID, puis déploie ton application, ou il peut me déléguer, puis je peux déployer une application Ouais. pour lui? Comment ça marche? Donc, au début, quand on regardait ça, c'était très limité. On avait un Live ID, puis il n'y avait pas moyen de faire de déléguer, finalement. Ça, c'est des problématique, là, rôles. parce que je veux pas, Oh, moi, avoir ouais. la charge de hoster pour mon Ben client. non, Peut-être ben non. lui-même veut pas que ce soit mon Live Ouais. ID qui soit utilisé. Donc, Microsoft a bonifié là, cette partie-là en justement permettant de faire du délégué, puis en Il y a des ajoutant comptes des joints, rôles. je crois. T'as un rôle là au niveau de l'administration qui est juste purement administratif. Donc la personne, par exemple, au département comptable là, qui permet de payer finalement le compte. Donc ça a été bonifié depuis que tu as regardé. Mais effectivement, au début, c'était un Live ID, that's it, là, c'était fini. Donc là, tu as dit, si les gens veulent débuter, ils peuvent aller sur azure.com. Ouais. Mais s'ils sont dans la région montréalaise, il y a aussi un événement qui s'en vient en octobre. Oui, samedi.net, notre premier samedi.net au niveau de la communauté .net de Montréal, c'est le 15 octobre. On va traiter d'Azure. Donc, un samedi.net, comme le nom le dit, ça se passe un samedi. Ça commence absolument à 9h le matin. Ouais, 9h, 4h l'après-midi. 16h, là, quelque chose comme ça. Puis c'est une journée complète, là, ça va être dédié juste à Azure. Oui, puis là, on va y aller hands-on, là, vraiment avec, comment on déploie notre application, comment on utilise les tables, les blobs, puis vraiment hands-on. Parce qu'il y a déjà maintenant des livres même où est-ce qu'on retrouve les meilleures pratiques quand on fait du cloud. Si on va sur le site de Pattern and Practices de Microsoft, c'est ouais, quelques-uns des livres qu'ils ont publiés. Donc même d'un point de vue architecture, il y a des bonnes pratiques là, qui ressortent là, parce que ça fait déjà quand même 2 ans là, que... C'est quand même nouveau, puis le défi vraiment pour un développeur, c'est de rester à l'affût des changements, parce qu'on n'est pas sur un cycle de release comme Visual Studio par exemple aux 2 ans. Là, tous les 3 mois, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être du côté d'SQL Azure, ça peut être du côté de Windows Azure, du storage. Donc, le défi, c'est de rester à l'affût là, de tous ces nouveautés là, parce que ça évolue rapidement. Ben, Guy, je pense que ça fait un bon tour d'horizon de... Ben moi, j'aurais peut-être une dernière petite question qui est pas directement liée, mais je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, Guy, mais à Seattle, chez Microsoft, il y a une personne qui s'appelle Scott Guthrie. Oui. Scott Gu. Oui. Puis cette personne, c'était le responsable de la plateforme, de la division développeur chez Microsoft. Et récemment, il y a eu un move, il est passé dans la division Azure. Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter de ce côté-là? Est-ce que tu penses que ça va booster là les outils de dev Azure ou Ben c'est certain. Scott Guthrie, c'est pour ceux qui le connaissent pas, c'est le père de tout ce qui est développement web là. de ASP.NET, ouais, chez WPF, Silverlight, ouais, effectivement. IIS. Donc son équipe a été transférée complètement dans l'équipe de Azure. C'est lui maintenant qui dirige tout ce qui est développement au niveau d'Azure. Fait qu'on va certainement voir de meilleurs outils, des outils évoluer rapidement, parce que ces dernières années, on a vu des cycles de release qui sont très rapides là, du côté de cette équipe-là. ASP.NET MVC ou Silverlight, là, c'est des choses qui bougent à tous les 6 mois. Donc, je pense que ça... J'ai entendu dire, moi, que quand il avait regardé la console de déploiement Azure, il a dit ça prend trop de clics, je vais simplifier ça. Ouais. Je m'attends à ce que ça bouge de ce côté-là. Je suis pas surpris, je suis vraiment pas surpris. Je pense une nouvelle qui a été reçue très positivement dans la communauté. On se Pour disait, les développeurs qui veulent faire de Azure, je pense que ça va être Ben, c'est bénéfique. parce que la première barrière, si t'as pas d'application, t'as pas de développeur, ben la plateforme, t'as beau faire la meilleure plateforme, ça finit toujours que c'est les applications qui font le succès ou l'échec d'une plateforme. Hein. Écoute, on est déjà overtime. Mais non, il y avait beaucoup de choses à discuter. Puis dans un prochain podcast, à un moment donné, on pourra aller plus en détail sur certains de ces aspects-là au fur et à mesure que ça évolue. On devrait reparler du sujet dans les prochaines années, ça c'est certain. Absolument. Guy, habituellement, nous, quand on termine toujours l'émission en faisant les actualités avec toi, ah ben oui. Est-ce qu'on allons-y. En fait, on peut les faire ensemble. Je pense que il y a eu des grosses nouvelles
dernièrement. Quand on parle de Google qui achète Motorola Mobility. Ça, c'est une grosse nouvelle. Une nouvelle de 12 milliards de dollars. Ouais, 12 milliards de dollars. Il y a aussi HP, pas plus tard que vendredi, qui laisse tomber leur tablette, qui a été lancée, il y a 2 mois? Ils ont payé Quelques 1,2 mois, milliards pour ça, puis là, en dedans de 12 mois, hop, c'est plus stratégique. En tout cas, c'est un beau, en tout cas, c'est beau avoir de l'argent. La tablette à WebOS qui se trouve maintenant à 99 pièces chez Best Buy. Ouais, mais je pense que Best Buy a décidé de pas la vendre à ce prix-là, de la retourner directement pour pas impacter leurs autres partenaires qui vendent des tablettes. Ce que ça veut dire, c'est acheter pas un produit WebOS parce que c'est une technologie qui est morte dans l'œuf. Mais ça montre que ces grands joueurs-là, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis on pourrait analyser là, les impacts sur nous en tant que développeurs Microsoft. Est-ce qu'il y a des impacts positifs à tout ça? Si on regarde l'achat de Motorola Mobility par Google, est-ce que ça va impacter les développeurs Windows ou la plateforme Windows Phone? Peut-être que les HTC, les Samsung vont se dire, là, j'utiliserai pas un Android qui est utilisé par mon concurrent direct, qui est Motorola, Google. Est-ce qu'ils vont se tourner vers Windows Phone 7? Je ne sais pas, parce que ça montre, excuse-moi de te couper Marie, ça montre que Google définitivement a autre chose qu'un simple moteur de recherche, va au-delà de tous les services qu'ils avaient autour des données, parce que là ils veulent bien gros sur la mobilité, ils rachètent un gros joueur. Encore là, est-ce que c'était simplement pour acheter le portfolio de brevets de Motorola? Je pense que c'est une analyse à courte vue, ça. Si tu regardes les autres gros compétiteurs, c'est qui les gros compétiteurs de Google? Le plus gros, il s'appelle Apple. Et Apple maîtrise de la fabrication, ils maîtrisent le processus de bout en bout, donc ils sont capables de faire une expérience utilisateur vraiment haut de gamme. Et je pense que Google se rendait compte, que Microsoft s'est rendu compte, eux autres aussi, à la dure, quand ils ont essayé de faire les versions antérieures de Windows Phone, c'est que quand tu laisses trop de marge de manœuvre à des fabricants de téléphones qui, dans bien des cas, ont pas cette sensibilité-là à l'expérience utilisateur, tu te retrouves avec des téléphones bas de gamme. Aujourd'hui, il y a beaucoup des téléphones Android, c'est du bas de gamme, c'est même... tu sais, quand tu regardes, tu as l'impression de retomber dans des Windows Phone 6.5 à l'époque. Puis Microsoft, eux, ont fait le choix en achetant ou en tout cas en s'intégrant avec Nokia, qui vont maîtriser de bout en bout le processus et qui vont offrir des téléphones. C'est sûr qu'il y a une vision de prendre peut-être le milieu de gamme. Ils veulent peut-être pas aller nez à nez avec Apple, mais ils vont maîtriser. Puis là, Google, d'un autre côté, eux autres aussi, il fallait qu'ils fassent un choix. Puis là, ils achètent un fabricant qui, en bonus, leur donne des brevets. Donc, ils vont permettre et en bonus, leur donne aussi l'équivalent parce que Motorola, cette division-là avait toutes les fameux set-top box, donc les consoles de télévision. Là, pour le Google donc, TV. leur donne une stratégie de pouvoir faire un Google TV, donc parce que on sait que Microsoft avec le Xbox vont intégrer la télévision dans la prochaine version. Apple est déjà là. Donc, à mon avis, il y a comme une prise de conscience que Google tu peux pas être pour tout le monde et rien à la fois. Mais quand t'es HTC ou Samsung, tu fais quoi, là? Eux, quelque part, soit que va falloir qu'ils décident qu'ils développent leur propre OS. C'est tué, ça. Ou ils vont faire comme ils font aujourd'hui, ils vont licencer, mais à ce moment-là, ils vont probablement jouer la game de dire, je fais des téléphones Android, Windows Phone, Apple, les autres licencent pas. Puis, moi, je serais pas surpris. Vous pouvez être sûr que le jour où est-ce que soit Google ou soit Microsoft vont avoir assez de parts de marché par eux-mêmes, un jour ou l'autre, hop, on licence plus notre OS de téléphone. Ça veut dire que licencer le OS de téléphone, parce que le but, c'est ceux qui vont licencer sont voués à long terme à être dans le bas de gamme. Dans le téléphone cheapo, de bas de gamme. Moi, je pense que c'est HTC, ces fabricants-là sont vraiment à le prix, là. Puis peut-être qu'à ce moment-là, WebOS pourrait être un système qu'un de ces joueurs-là va racheter
Ouais. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas cette expertise-là. Moi, j'ai donc, l'impression que les HTC ou les Samsung vont vouloir diversifier leur offre, pas juste avoir du Android, mais peut-être se lancer du côté Windows Phone à plus grande échelle. Là. Ben c'est sûr, eux autres faut qu'ils offrent tous les téléphones parce que là-dedans, celui qui gagnera pas, c'est celui qui vont pouvoir continuer à offrir. Mais eux, ils ont une réflexion à faire, c'est-à-dire qu'ils pourront pas être jamais dans le téléphone haut de gamme, parce que ce niveau-là, il faut que tu maîtrises de bout en bout, à moins que HTC deviendrait tellement bon qu'ils soient capables de faire mieux que fait Apple et tout. Ouais. Je suis un peu sceptique. Ok. Peut-être une autre actualité côté Microsoft. Ouais, un petit peu parce qu'on peut discuter longtemps. On peut en discuter longtemps. Ouais. Puis aussi le retrait de HP avec leur tablette, ça démontre aussi que c'est pas un marché facile. Puis là, on sait que la conférence Build s'en vient au mois de septembre. Ouais. On pense bien qu'il va y avoir des annonces intéressantes du côté Microsoft. Écoutez, la prochaine émission va être une émission qu'on va enregistrer à Build. On devrait pouvoir divulguer ce qui aurait été annoncé. Il n'y a pas grand monde qui est au courant, même chez les gens chez Microsoft. Moi, je sais que C'est ça, moi, comme vous deux, je vais être à la conférence Build. Je suis super excité, mais à l'heure où on se parle, je sais pas pourquoi. Ah, c'est ça. On a Mais beaucoup peut-être parce que d'habitude, on arrive à savoir un petit peu en regardant aucune idée. les sessions, etc. Un TechEd, un PDC, on sait à peu près qu'est-ce qu'il va se dire, Azure, etc. Ouais. Mais là, Puis ils ont même personne- cancellé tous les pre-con, Ouais. les sessions de pré-conférence Donc, pour justement ne pas avoir de leak ou de fuite Mais avant. moi, je pense que là, les attentes sont trop élevées. On va tous sortir de là déçus. Parce que quand on crée beaucoup d'attentes, en tout cas de la communauté Microsoft, là, Beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, mais tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est la fameuse vidéo Windows 8 qu'ils ont montré. Puis récemment, il y a un blog qui est sorti, Windows 8 ouais. Engineer Blog, où Sinofsky, là, le patron de la division Windows, Il a pas dit commence à grand-chose. parler un petit peu, mais il a introduit donc des messages, mais c'est ça, tout le monde attend après cette conférence Microsoft, donc du 13 au 16 septembre. Ouais, ça va être intéressant à voir. donc c'est sûr que il y a une chose de clair maintenant dans l'industrie, c'est que le HTML5 avec JavaScript, c'est le nouvel assembleur, la nouvelle plateforme de base. Donc, tu peux programmer à ce niveau-là un peu comme on pourrait programmer un assembleur pour parler à l'époque qu'on pouvait faire pour parler au processeur x86. Mais ça reste un assez bon niveau. Donc là, moi, je voyais justement les gens de Telluric qui annonçaient Kendo. Oui. Qui est une librairie JavaScript, mais qui se veut, qui va fonctionner partout. Kindo UI, c'est des composantes, mais JavaScript, HTML5. Puis Ajax. donc là, ça créait toute une réflexion, une discussion dans l'industrie, c'est-à-dire est-ce que Telluric abandonne la plateforme .NET pour être du côté de la plateforme universelle JavaScript? C'est sûr que la réponse, c'est non, on va continuer à faire des outils Microsoft, mais ils voient une opportunité de marché gigantesque de faire des outils pour être capable de faire des applications qui vont rouler sur n'importe quel bidule. Et je pense que c'est ça notre futur. C'est-à-dire que je suis pas sûr que dans 10 ans d'ici, on va tellement s'identifier, je suis un développeur Microsoft, je suis un développeur Java. On va devenir peut-être plus, je suis un développeur. Tout court, va falloir être capable de maîtriser On beaucoup va de voir techniques. ça à Build, je pense. C'est intéressant. Eh ben. On en reparle prochainement. Ouais. Beaucoup de spéculation, beaucoup Ouais. de lecture, là, Mais en attendant, on n'a avant pas de Build, réponse. Guy, il y a quand même des activités qui s'en viennent du côté de la communauté .net, début septembre. On recommence en septembre, oui. Le 7 septembre, il y a une session SQL. Oui, par quelqu'un de Microsoft qui va nous parler de SSIS, les patterns de performance au niveau de SSIS. Matt Mason. Donc, SSIS, c'est la plateforme service d'intégration. Donc, comment on fait du ETL avec Ouais. la technologie Microsoft. Tous les trois, on va être à Build, donc le Juste de lundi, retour, c'est juste ça. de retour, le lundi suivant, on fait une conférence. En fait, on va partager nos impressions, discuter. Bah, avec nous trois, finalement. Guy va Mario vous Laurent. présenter les belles photos qu'il va avoir pris à Oui. Build parce que Guy est notre monsieur caméra. Il prend toujours des belles photos parce qu'il veut donner un peu le feeling aux gens qui sont présents de qu'est-ce que c'était de participer à cette Faut conférence-là. pas casser la surprise, mais je pense qu'il va avoir des oreilles de Mickey Mouse. Oh!
Et le 26, dernier meeting du mois de septembre, on a un meeting ALM. C'est comment tester nos applications web avec Visual Studio, Team System. Oui. Mathieu et Étienne. Oui. Tout à fait. Puis après ça, en octobre, on a le temps de vous en parler. Oui, oui, absolument. On a une belle automne, hein? Des choses des intéressantes sujets qui s'en fort viennent. intéressants. Ça grouille cet automne, oui, ça va être vraiment intéressant. Puis, pour nos auditeurs, je vous invite encore à écouter les prochaines émissions parce qu'on devrait vous parler de qu'est-ce qui va avoir été annoncé à Build. Conférence qui va avoir lieu à Los Angeles. Peut-être est-ce Anaheim. que tu vas faire des interviews sur place ou? Je pensais faire un podcast sur place. Sur place. On va ramasser les gens qui sont là comme toi, Laurent. On va vous demander de vos impressions à chaud. Ça va être intéressant. Donc, on sait peut-être faire ça le vendredi matin ou le jeudi soir. T'as pas l'exclusivité avec Steve Ballmer encore? Non. On travaille fort là-dessus. C'est notre réseau, mais malheureusement, il faudrait la Il parle faire pas en français. anglais. C'est pour ça. On s'excuse. Donc, si on pouvait avoir comme une forme de traduction instantanée, on a quand même un bon réseau. On serait capable d'avoir beaucoup d'entrevues, mais ça serait dans la langue de Shakespeare. Écoute, Guy, on te remercie beaucoup. Merci, puis merci aux auditeurs qui sont encore là, parce que là, on approche le 2 ans. Guy va tout couper ça, puis il va ramener ça. Non, absolument pas. Mais merci beaucoup. À la Au revoir. prochaine. Merci, bye. Visual Studio Talk Show.